Bonjour à toutes et tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour un nouveau numéro du format Front Page qui est la revue d'actualité spécialisée sur le monde des comics et de leurs adaptations. Nous revenons une fois toutes les 10 jours, donc 3 fois par mois environ, pour vous faire un petit peu le détail de ce qui s'est passé d'intéressant autour de la bande dessinée américaine, de la BD de genre, mais aussi des adaptations, tout simplement. Et donc, on va en profiter pour faire un petit peu le bilan de ce qui s'est passé à la fin du mois de mars aujourd'hui. Et bien sûr, pour faire ce petit bilan, je ne serai pas seul, puisque l'ami Corentin est avec moi. Bonjour Corentin. Salut, tout le monde va bien, super, moi aussi, c'est cool. C'est cool. En début de semaine. C'est bien. Eh bien, je suis content que tu ailles bien. Effectivement, il y a jamais eu plus banal comme introduction que de parler du temps. Tu pourrais faire des efforts quand même, Corentin. Vive la démocratie, sortez dans les rues, cramez des trucs, je sais pas. Plus original. Non, parce que là, on vient de passer fichier S. On est déjà fichier S dans ce podcast. Bah, tu veux que je sois original, voilà. Je donne mes priorités du moment. Très bien. En tout cas, on vous rappelle, si vous appréciez ce travail et que vous aimez écouter nos podcasts de façon régulière, vous pouvez tout simplement le faire savoir. Vous pouvez commenter sur notre site, puisqu'on a un site dédié à First Print. Vous pouvez partager les podcasts sur les réseaux sociaux. Et bien entendu, vous pouvez également nous soutenir sur le long terme sur notre page Tipeee qui est ouverte H24 et on remercie d'ailleurs Anka08 qui a fait un petit don il y a 8 jours, donc depuis la dernière fois qu'on a enregistré le front page. Donc merci à toi. Merci. Et merci en ce début de mois d'avril où on fait le podcast de fin mars, mais merci aux 134 personnes qui continuent de contribuer de façon régulière. Et si vous voulez rejoindre la First Print Army, le lien est dans la description de chaque podcast. Ceci étant dit, Corentin, on commence tout de suite par la partie comics pour cette revue d'actualité. Un dernier point, je crois, c'est peut-être l'un des derniers ou peut-être pas, je ne sais plus. Non, c'est pas le dernier forcément. Mais sur le Paris Fan Festival, auquel vous le savez maintenant, nous serons présents. Il y aura un stand comicsblog.fr/bubble au Paris Fan Festival avec pas mal d'artistes invités. On vous a déjà dit qu'on aura vraiment l'honneur, la joie, le bonheur d'accueillir pendant 2 jours Run, Guillaume Singelin, Neyef et Pivoine du label 619, mais en tant que libraire aussi, Bubble accueillera d'autres artistes, alors certains de comics, certains un petit peu moins, qui seront présents. Alors il y aura notamment le samedi 15, on aura le plaisir d'avoir Mirka Andolfo avec nous, oui. Donc Sweet Paprika, Control Natura, Days of Mercy, qui sont sortis chez Glénat. Sweet Paprika, c'est sa dernière nouveauté, qui par ailleurs a une édition un petit peu spéciale qui est en noir et blanc et touche de rose. Et faut savoir que ça a été un peu précurseur parce qu'ils sont en train de faire exactement la même édition, mais chez Image Comics. Là, ils l'ont annoncé il y a pas longtemps, alors qu'elle est sortie en couleur, donc c'est un mélange de, on va dire, de Sex and the City et de le diable s'habille en Prada. Et donc elle sera avec nous donc le 15, puisqu'elle sera présente 15 jours. Et par contre les 2 jours, on aura aussi Alessandro Barbucci, donc autre dessinateur italien, d'ailleurs dont Andolfo a souvent réclamé un petit peu les inspirations lors de ses interviews, qui a fait Skydoll notamment, enfin beaucoup de BD aux éditions Soleil. Donc il y a Skydoll, il y avait Monster Allergy, et également Echo, les mondes d'Echo, justement c'est sa série qui a le plus long cours actuellement, donc il sera également présent. On aura aussi deux plus jeunes auteurs et peut-être un peu moins connus, en tout cas que nous personnellement on connaît moins, parce qu'ils font pas du tout dans le manga ils font pas du tout du comics, mais ils sont plus dans le manga et dans le franco-belge. Shonen notamment, qui fait un manga qui s'appelle Outlaw Players, qui est édité chez Kiyun en français, et qui en fait est une production française, donc un manga français qui a été remarqué par la Kodansha au Japon et qui est maintenant publié également là-bas chez eux. Et Jenny, une dessinatrice qui a fait plusieurs mangas aussi français, mais également des séries de bande dessinée comme La Rose Écarlate ou Les Légendaires, seront également présents. Et je crois qu'il y a encore quelques petits noms qui n'ont toujours pas été annoncés par l'organisation, mais vous l'avez déjà compris, il y a une artiste à l'aide de folie. Nous-mêmes, on a notre propre stand avec des invités vraiment stylés. On aura tous les ouvrages, enfin on aura une grande un grand nombre de références des auteurs qu'on a sur notre stand, puisque pour ce qui est des dédicaces, les conditions, il faudra que je vous refasse un article détaillé sur Comics Blog, mais c'est en fait simplement il faut acheter un bouquin pour avoir un ticket de dédicace dans la limite du nombre de tickets disponibles par créneau, sachant que nos auteurs, ceux qui sont présents, ils font 2 séances de 2 heures chaque jour, sachant qu'il y en a même qui feront plus, parce que Johan Cavej, donc de Moundir, et qui est édité chez Bubble Edition, lui, il s'est mis en mode intraveineuse de café pour dédicacer tout le temps, je crois. Donc, mais en moi, voilà,
en moyenne, c'est 2 heures le matin, 2 heures l'après-midi, et donc en fonction de la capacité des artistes à dessiner, parce que le but, c'est que ce sont des êtres humains, donc le but, c'est juste de pas les lessiver non plus, et pour que nous on s'y retrouve un petit peu en tant que festivalier, il faut bien qu'on ait une source de revenus. Donc voilà, pour essayer de frustrer le moins de monde possible, mais pour aussi que nos artistes soient pas non plus au bout du rouleau et que nous on n'y perde pas trop, c'est le système le plus simple qu'on a adopté, c'est-à-dire achat d'un album avec un ticket dédicace. Vous faites dédicacer l'album acheté, ou vraiment si vous en avez ramené un à vous que vous tenez vraiment à vous faire signer, je pense qu'on pourra s'arranger là-dessus. Et puis après pour le reste, s'il y a des signatures, juste des petites signatures à faire, j'imagine que ce sera discuté sur le salon. Mais bref, il y a du monde, il y a du beau monde. On aura des conférences aussi. Il y a 4 conférences que j'animerai, dont une avec au moins une de sûr avec l'ami Corentin. Pareil, le programme ça arrive tout vite puisque le Paris Fan Festival ça arrive les 15 et 16 avril. On espère vous y voir en tout cas tous les deux ces jours-là. J'espère que tu as réussi à te dégager un petit peu de temps. Oui. Eh ben, c'est parfait. Enfin, donc, rendez-vous. Le planning s'écrit 3 jours avant, donc. Ouais, je sais, mais il faut que tu les envoies chier. Je te dis, je m'en fous, tu te fais porter pas, j'en ai rien à faire, mais il faut que tu sois là. Et donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, rendez-vous donc les 15 et 16 avril à Porte de Versailles à Paris. On vous met un lien, pour la billetterie dans la description. Et, on espère, que vous passerez nous faire un coucou aussi. J'ai soumis la proposition à Bubble pour le LOLs. Mais si vous avez du Billionaire Island, du Big Girls ou du Colder, ramenez-les. Moi, je vous les signe avec plaisir. Un auteur en plus. Ouais, c'est ça. je la joue vraiment. Et en fait, et même Bubble a été d'accord pour en commander quelques-uns. Donc, si jamais vous n'aviez pas lu les quelques BD que j'ai eu le plaisir de traduire et que ça vous fait marrer, prenez-les sur le stand. Moi, je vous les signe et je vous fais un petit gribouillis avec plaisir. Bref, on se voit très bientôt en direct, en live. Ensuite, Corentin. Du côté des comics, on a enfin... Je pourrais te donner mon avis sur cette actualité. Tu veux donner ton avis? Mais oui. Ah voilà, je suis très content parce que Barbucci, quand j'étais tout petit et qu'on allait déjà au ce qui deviendra plus tard le canal BD Nation avec mon papa, parce que mon père est de Nation, il était tombé sur Skydoll justement à l'époque, vers 2001-2002 par là. Et il tombe amoureux de ce trait. Donc j'ai grandi moi avec Monsieur Barbucci. Je suis très content après de l'avoir redécouvert avec Harleston sur Echo, une BD qui est pas la meilleure de Harleston, mais qui est très très belle et qui d'ailleurs j'imagine pourrait te plaire pour des raisons X ou Y. Pareil pour Randolpho, c'est super cool. Enfin, là le détail fait que c'est déjà pour moi le meilleur panel du salon. Ouais, en toute objectivité. Très bien. Alors du coup, ce que je voulais dire, c'est que du côté des intégrales des Tortues Ninja d'iComics, on vous en avait déjà parlé puisque on avait eu le directeur d'édition Sullivan Rouault en fin d'année qui nous avait déjà révélé en avant-première cette annonce. Mais là maintenant, il y a un peu plus de détails sur vraiment ce que ça va être. Donc les intégrales des Tortues Ninja, la série d'IDW de Tom Waltz, qui reprennent donc le contenu de l'édition VO qui s'appelle la IDW Collection, qui reprend en fait toute la série régulière, mais aussi toutes les micro-séries, les spin-offs, les mini-séries qui sont arrivées. Donc effectivement, par rapport à l'édition première cartonnée, il y aura certains contenus inédits, surtout en fait en avançant dans la série, à partir du moment où il y avait les TMNT Universe et des mini-séries comme ça qui avaient été publiées. Et surtout en fait, et pourtant c'est une précision apportée, mais qui pour moi était assez claire, parce que quand il avait dit qu'il faisait ça en souple, moi je m'étais pas représenté du souple vraiment comme par exemple mon TPB de Colder, tu vois, genre vraiment tout fin et tout ça. Mais c'est vrai que c'est le souple et l'intégral, c'est différent. Pour les baisers de la Fab, si on dit que c'est la même chose, on va se faire engueuler. Donc ce sera en fait une forme de semi-rigide, comme vous l'avez justement sur les intégrales de Don Rosa, de la jeunesse de Picsou chez Glénat par exemple, ou aussi Kaiju Max. Non, c'est un peu plus solide que Kaiju Max, je pense aussi. Mais après Kaiju Max, le truc c'est qu'il est tellement gros aussi que ça a du mal. Intégral, c'est gros en général. Mais c'est oui, non, mais je veux dire c'est Integra, c'est le nom du format mi-souple, mi-rigide aussi. De l'Integra pour de l'intégrale. Voilà, c'est on est là. Tu es moi. Oui. Et ce que je voulais dire, oui, donc et aussi comme un peu pour les Batman Chronicles de Urban. Donc c'est cette approche-là qui va être utilisée. Ce sera donc à une 40aine d'euros pour ces tomes qui vont reprendre l'ensemble de la série. Et en même temps, on vous rappelle qu'en juillet il y aura le premier tome de Tortue Ninja Reborn pour ceux qui sont déjà à jour sur la série régulière. C'est la reprise du run au 101e numéro par Sophie Campbell. Il y a une grosse vibe Northampton pour ceux qui connaissent cet arc. C'est très doux amer, on va dire. C'est un super bon démarrage. C'est hyper beau et on espère que ça permettra à de nouvelles personnes de découvrir la série parce que ça reste aussi un point d'entrée plutôt sympathique. Corentin. Oui. Tu es d'accord avec tout ce que je viens de dire? Oui. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Integra, c'est pas très joli comme nom, je trouve. C'est comme ça. Oui, c'est la confusion. Mais moi aussi, effectivement, au début, je me suis dit, tiens, c'est bizarre comme nom, mais voilà, c'est. Très bien. Pas plus de commentaires à faire. Lisez les Tortues Ninja, c'est bien. Oui. On continue, Corentin, je te laisse un petit peu la parole juste pour nous détailler le fait que Panini Comics continue
continue encore et toujours avec les collections à petit prix. On a l'habitude, hein, maintenant il y en a 3, 4 par an, sans compter en plus la collection Carrefour qui est aussi faite un petit peu de façon séparée. Et là on est du côté de Star Wars. On a eu les super-héroïnes, les super-héroïnes en mars, et on aura bientôt la collection je ne l'ai plus, Spider-Verse, enfin multivers ensuite plutôt. Avengers en automne. Et oui, on aura des Avengers en automne, mais pour l'instant à l'été on va avoir donc du Star Wars aussi. Tout à fait. Alors le prétexte qui est avancé, c'est les 40 ans du Retour du Jedi, le 3e film de la première trilogie de George Lucas, et Lawrence Kasdan et Richard Marquand évidemment. Voilà, c'est un prétexte comme un autre. En vérité, Panini n'a pas besoin d'une excuse pour faire du Star Wars à petit prix. Ils le font régulièrement avec Carrefour justement. Oui, et puis même chaque année, il y a toujours une collection. L'année dernière, c'était la collection Dark Vador, donc il y a. Voilà, c'est ça. Donc au final, bon, peu importe le motif, peu importe l'anniversaire, on s'en fout. Ce qui compte, c'est encore d'avoir du petit prix. Exactement comme la collection Super Héroïne, c'est donc 6 tomes en souple. Parce qu'il y a eu un petit correctif qui a été fait. Nous, quand on a reçu le communiqué de presse, ça a indiqué cartonné, mais non, on va bien rester sur une formule de souple dorénavant pour les prochains tomes de ces différentes collections à petit prix. Ce que je trouve, encore une fois, très dommage, mais c'est comme ça, c'est l'industrie, c'est le prix du papier, tout ça. Alors, la collection qui est annoncée un peu tardivement, puisque tout sera disponible pour le 4 mai 2023, en référence à la fameuse locution figée May the Fourth, puisque May the Fourth ressemble à May the Fourth be with you, la phrase qui sert à dire bonjour, au revoir, bonne chance et à plus tard mon canard dans l'univers Star Wars. Et là, on a donc beaucoup de trucs assez récents. C'est généralement, on a eu des collections qui pouvaient aller chercher un peu plus loin dans le passé, dans ce qu'on appelle l'univers Legends, donc toute la continuité qui est antérieure au relaunch opéré par Marvel, enfin au reboot même opéré par Marvel et par Disney aussi à partir de l'épisode 7. Donc là, on a Luke Skywalker passe à l'attaque de Jason Aaron et John Cassaday. On a Dark Vador de Kieran Gillen et Salvador Larroca. Je crois que c'est Vader abattu, il me semble l'équivalent en VF. On a Obi-Wan et Anakin réceptifs et hermétiques de Charles Soule et Marco Checchetto. On a Dark Vador de Jeremy Barlow et Juan Frigueri. Chewbacca, les mines d'Andelm de Jerry Duggan et Phil Noto. Et enfin, un autre tome de Dark Vador Cible Vador, de Robbie Thompson, Mark Laming et Stefano Landini. Donc voilà, 6 volumes pour couvrir des personnages assez connus effectivement. On pourra noter que y a pas de Dr Aphra, il y a pas de Princesse Leia, il y a plus des têtes vraiment très identifiées, les Jedi, donc la fraternité Skywalker avec le père et le fils et le mentor et le Saint-Esprit. Voilà, et le mentor effectivement très drôle, c'est très drôle ça. Oui, dans une blague catholique. Et 2 sites, donc 2 fois Vador et un Dark Maul, c'est pas très original, mais on a misé sur les gros noms, hein, encore une fois Marco Checchetto. Faut dire que c'est toujours une collection qui s'adresse en priorité à un grand public, parce qu'a priori c'est toujours des récits que ceux qui connaissent déjà bien les ont déjà dans leur bibliothèque, ou une partie d'entre eux en tout cas. Et puis voilà, on a Aaron Gillen, des trucs qui peuvent parler aussi à un lectorat de comics plus assidu, puisque effectivement moi qui ne suis pas un lecteur des comics Star Wars, je pourrais me laisser tenter par l'un ou l'autre tome. Je sais que j'avais lu Vador abattu justement, qui était une lecture assez sympathique. Enfin, c'était bourrin, c'est Vador qui tombe sur une planète battu du coup, qui défouraille pas mal. En plus, c'est pas mal. Ouais, le jeu de mots est là, le jeu de mots est bon. Tu l'as déjà fait une fois d'ailleurs, celle-là. Ouais, je pense, mais c'est la suite de Vador à Sarsal du coup, c'est ça. Ouais, c'est ça. Donc, tu l'avais vraiment déjà fait, donc d'accord. Donc voilà, c'est des lectures que je pense, si vous êtes fan de l'univers Star Wars, vous connaissez probablement, parce que c'est un peu des premiers tomes de nouvelles séries chez Marvel. Que te dire? Bon, les comics Star Wars, voilà, ça se lit beaucoup, les gens sont très contents de les avoir. On a vu aussi que les comics Alien marchaient toujours aussi bien, donc en général la franchise fonctionne, c'est comme ça. C'est mieux c'est vrai que c'est mieux d'être franc en général, quoi. Donc dès le début du podcast. Toujours. Mais moi j'attaque. Là on est. Ça va être très très long. Donc voilà, nous on n'est pas très fans des comics comme ça sous licence. De fait, les super-héros sont des licences, mais ils sont faits et nés pour les comics. Moi, je ne lis pas toutes ces BD, donc j'aurais du mal à vous dire laquelle est bien ou pas bien. Oui, c'est vrai. Ce qu'on peut dire en manière générale, c'est effectivement l'accélération de ces formats à petit prix, avec les questions que ça soulève pour le côté inondation du marché, pour le côté est-ce que les gens vont pas commencer à s'habituer à cette espèce de prix plancher qu'est le 7 €. Je me permets juste de te contredire, enfin d'apporter une nuance là-dedans, dans le fait que ces collections maintenant se réduisent quand même en termes de volume, parce que c'était 10 albums les années précédentes, maintenant c'est plus que 6. Et j'imagine que le tirage s'amplifie. Enfin, il y a plus de collections. Non, c'est le même nombre pour l'instant. C'est toi qui peut-être a l'impression qu'il y en a, plus. Il y a peut-être une Marvel de plus. Héroïne, on passe déjà à Star Wars, on a le multivers qui arrive après.
Ça commence à faire beaucoup. Disons qu'il y en a une Marvel qui s'est rajoutée, mais sinon il y en avait déjà au moins 2 Marvel et une Star Wars, donc là il y en a juste une en plus, quoi, je crois. Et quand tu mets ça en parallèle des collections Urban et du format Urban Nomad, il y a plus de collection Urban du coup. Il n'y en aura plus du tout? Non, mais non. Terminé. Oh là, purée, ça fait des mois et des mois qu'on dit que Urban Nomad, ça remplace justement les opérations ponctuelles à petit prix. Putain, merde. Je mets bien mes petits tomes Urban pas cher. Avec le gros 4,90 sur la couverture. Bah oui, mais en même temps, et les pages qui se décollaient, et les pages qui se décollaient. Plus grandes que Urban Nomad. Eh ben voilà, on peut jamais faire plaisir. J'aime bien les grandes planches. J'aime quand c'est grand. Ça, vous voyez, c'est vraiment la démonstration même du lectorat comics qui est juste chiant. Tu vois, c'est que t'as beau tout faire, il est jamais content. Mais quoi, jamais content? Mais si, justement, je disais, j'aimais bien, mais non, mais il y a toujours, non, je dis qu'il y a toujours quelqu'un de jamais content. Je dis pas que c'est forcément toi à chaque fois, mais en l'occurrence, ça montre bien que là. On baisse les yeux. Mais tout ça pour dire que c'est quoi, je vais te lire un commentaire. À force, on commence à se poser la question de le lecteur occasionnel qui, ne compte pas, en fait, se mettre à la lecture régulière de comics. On l'alimente avec ses collections un peu de tous bords et en définitive peut-être que ça va pas forcément aider à l'accroissement d'un lectorat pérenne, d'une habitude de consommation qui va entrer dans les habitudes, parce qu'en parallèle de ça, le prix moyen du comics lui augmente. Donc je sais pas, moi je vois une sorte de courbe qui ne se croise pas par rapport à tout ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois. C'est bien parce que ça met des comics dans les mains des gens, mais c'est moins bien parce que ça les habitue à payer moins cher pour un truc qui quand même vaut de l'argent, et si on veut que le comics existe, il faut être prêt à payer le prix que ça coûte, à la fois pour les auteurs, pour la fabrication, pour la distribution, etc., etc. Arnaud, un avis sur les comics Star Wars? Aucun. Et ben voilà. Je n'en lis pas ou peu. Disons que Star Wars. T'as découvert l'univers avant pourtant, aussi. Hein. Faut même dire que t'as pas grandi avec Star Wars. Bah si, on avait. Moi, je me rappelle très bien que mon frère, il avait la BD photo, enfin la BD roman photo de l'épisode 4. Tu sais, c'était horrible. Donc t'as pas grandi avec Star Wars. C'est ce que je dis. Tu mets de l'eau à mon moulin. Là, t'as pas vu les films avant d'avoir 27 ans. Bah bien sûr que si. Mais tu les avais découverts quand, les Star Wars? T'avais fait un trait? Le premier, oui, non, mais il y en a que j'avais pas vu sur la prélogie. En fait, il me manquait la prélogie, mais la trilogie originale, je les ai vus quand j'étais gamin. J'étais allé voir l'épisode 1, La menace fantôme, le jour de sa sortie, parce que c'était l'anniversaire de mon père, qui lui était un gros fan de Star Wars, en tout cas qui avait vu les premiers, tout ça. Et donc après, c'est juste que je m'en suis désintéressé. Après, il y avait l'épisode du coup 7 là, et les 8 où je me suis dit c'est pas mal. 9, et après c'est ça, je me suis désintéressé encore plus. Et puis depuis, j'ai regardé. T'as jamais lu un comic Star Wars? Les comics, non, je crois pas. Mais quand tu vois genre par exemple Charles Soule, etc., ça te donne pas un peu envie? Non. Alors Charles Soule non, parce que Charles Soule, Kieron Gillen plus et Jason Aaron oui. Charles Soule de l'époque Arts où justement il occupait ce poste République, me disait pas que c'était incroyable non plus, donc je t'avoue que non, c'est pas ce qui son land de puis c'était à l'époque aussi où il y avait Salvador Larroca sur ces titres-là, et du coup ça avait l'air juste mal. On passait des semaines, chaque mois il y avait un nouveau numéro, en fait c'était juste foutage de gueule sur les visages dégueulasses. Oui, Larroca, de toute façon maintenant après il a un peu pris cette espèce de casquette de mec des comics à licence chez Marvel, mais parce qu'il tient les deadlines, hein. Bah oui, parce que c'est pas beau. Donc, et puis là, en plus, comme il peut littéralement décalquer des visages qui existent déjà dans les films. Je pense qu'il les décalque même pas, il fait un contrôle copier-coller de calque sur Photoshop, je sais pas. C'est un peu le Greg Land 2.0. Ouais, c'est bizarre. Enfin bref, tout ça pour dire que non, effectivement, pourtant j'ai la collecte de Dark Vador là de l'an dernier, mais je l'ai toujours pas lu parce que j'ai pas le temps, et vu que c'est pas un truc qui me motive plus que ça comme univers non plus, alors que je respecte tout à fait, mais c'est vraiment pas un truc dans lequel je me sens vraiment très à fond, donc j'y vais. J'ai même quelques Star Wars Legends aussi, ça m'intéresse plus limite de voir les anciens trucs qui étaient faits chez Dark Horse plus que chez Marvel. Ouais. Mais voilà, tant qu'on me dit pas qu'il y a pas un truc vraiment complètement ouf, tu vois, c'est comme là on m'a dit Andor, apparemment c'est vachement bien comme série, donc j'ai peut-être me trouver le temps de regarder Andor, mais c'est pas pour autant que je vais devoir me taper Obi-Wan et Boba Fett à côté. Mais il y a des trucs ouf, hein. Il y a des trucs très bien, Star Wars Empire Écarlate par exemple, sur les gardes de l'Empereur, c'était super bien, c'est une super BD. Moi j'en ai lu pas mal, Boba Fett aussi j'en ai lu pas mal, les héritiers de l'Empire aussi, et toute la saga avec Mara Jade, enfin plein de trucs cool en fait, ça existe, les bons comics Star Wars, mais j'avoue que moi en fait depuis la reprise par Disney, j'étais un peu écœuré par le côté reboot et la façon dont Disney a géré la franchise depuis. En fait, je trouve mon compte sur un film et une série, c'est quand même assez peu pour se passionner pour oui, bien sûr. Donc, les jeux vidéo sont toujours bien, par contre. Tu pourras dire la même chose même on peut dire la même chose de chez Marvel et DC aussi par moment, où t'as une majorité de trucs très moyens, très passables, et que voilà, que chez DC on se concentre plus sur le Black Label, que chez Marvel on se concentre plus sur
des petites mini-séries limites qui valent le coup. Et c'est un peu comme ça partout. Hein, dites-nous dans les commentaires. J'ai Guillaume, notre fidèle auditeur, est fan des comics Star Wars, donc s'il y a des trucs bien, n'hésitez pas à trouver son commentaire dans les commentaires. Il vous dira ce qu'il faut. À me faire des recos, ouais, c'est ça. Allez, Corentin, on continue. Du côté de la VO, on a une grosse annonce qui nous est arrivée il y a quelques jours et ce qui est bien, c'est que c'est tombé juste avant qu'on fasse une certaine interview. Francis Ford Coppola qui va faire une adaptation en BD de son prochain film avec Jacob Phillips au dessin. Qu'est-ce qu'il a fait comme film, Francis Ford Coppola? Il a fait celui que j'ai pas vu. Il a fait les 3 que t'as pas vu. Il a fait les 3 que j'ai pas vu. Il a fait la trilogie du Parrain. Exactement. Et c'est déjà bien. Apocalypse Now, tu l'as vu? Non, toujours pas, non. C'est vrai? Non, je l'ai pas vu non plus. Bah voilà, c'est un Twixt. Ça pourrait te plaire, ça, pour le coup. Je n'ai rien vu je crois que je n'ai rien vu de Francis Ford Coppola. Voilà, c'est con. Bah, grosso modo. Ça va, je suis pas, Mais c'est pas un shame, c'est pas grave. Non, mais je veux dire, j'ai encore le temps, je suis pas à l'aune de la mort. Est-ce qu'on n'est pas tous à l'aune de la mort? Ça dépend du référentiel. Franchement, à l'échelle cosmique, oui, à l'échelle du cosmos, oui, on est clairement tous en train de mourir, mais bon. Donc, le film, Megalopolis, c'est un projet à part en soi, hein, pour le cinéma de Coppola. C'est un truc qu'il a développé pendant des décennies, qu'il a tenté de faire valider plusieurs fois. Et en définitive, parce qu'il en avait marre qu'on lui refuse de le faire, il a mis de ses ronds personnels dans le projet. Il a mis un truc comme 100 millions de dollars pour enfin faire ce film qui serait le dernier de sa carrière. Avec des actrices de renom comme Adam Driver, Aubrey Plaza, Forest Whitaker, Shia LaBeouf aussi, évidemment, mais bon, pas à faire grand chose. John Fartman, Debbie Sweeney, etc., etc. Donc, c'est un film a priori très personnel pour lui, qui devrait même peut-être évoquer la relation qu'il a avec sa fille Sofia Coppola, puisque c'est l'histoire en fait à New York d'un père qui essaye un peu d'intervenir dans la vie de sa fille, laquelle en fait partage 2 visions de la société, l'une de son amant qui sera Adam Driver et l'autre de son papounet. Donc un truc assez philosophique ou très personnel ou très familial. On a du mal à voir justement comment en fait en faire un comics particulièrement dans les codes de la bande dessinée. Mais de ce qui nous a été dit par Jacob Phillips, c'est Chris Ryall en fait qui l'a contacté lui pour lui dire un grand metteur en scène veut faire un projet de bande dessinée. Est-ce que ça t'intéresse? Et à l'époque, Jacob Phillips ne savait pas qui c'était. Donc il a fini par dire oui, un peu un coup de poker. Et là, Chris Ryall, donc le fondateur de Syzygy, un label qui est intégré au sein des éditions Image Comics, lui a révélé, écoute, c'est Francis Ford Coppola qui justement veut faire une version de bande dessinée de Megalopolis. Et il a dit, tu n'es pas obligé de voir le film, tu n'es pas obligé d'aller sur le tournage, tu peux en faire un truc bien à toi. Donc, alors, ce que nous disait Philippe, c'est que du coup, il y a une forme de pression du fait de pas vouloir trop s'inspirer, mais en même temps d'avoir la curiosité de se dire à quoi ça va ressembler, est-ce que je vais pas être déçu si je vois le film, de voir des idées que lui aura eu et moi non. Ryall adapte le script de Francis Ford Coppola, c'est compliqué à dire, pour la version bande dessinée, donc en découpé, avec une narration séquentielle. C'est assez, honnêtement, j'étais assez surpris, parce que Coppola n'est pas un mec qui s'est mis dans les comics qui s'est jamais mis dans les comics, en fait. C'est même pas un cinéaste qui a un univers qui fait très bande dessinée. Enfin, on pourrait dire que, évidemment, la saga du Parrain, elle a inspiré Drew Baker, elle a inspiré plein de grands auteurs de fiction noire, en fait, de fiction détective, de fiction gangster en bande dessinée, mais lui-même, à l'inverse par exemple d'un Tarantino, à l'inverse par exemple d'un Romero, n'a jamais eu un lien très fort avec le monde des images en fait. Enfin le monde des images de bande dessinée. Alors moi la question que je m'étais posée, c'est vu qu'il y avait eu des rumeurs sur le fait que le tournage partait un peu en vrille et que peut-être que Coppola avait peur en fait qu'un monteur ou un distributeur mette les mains dedans et truc le montage, enlève des images, impose des conditions, etc. Mais en vérité, vu que c'est lui qui finance le projet à l'immense majorité du budget de production, il n'y a pas de risque que ça arrive. Donc j'ai du mal à comprendre en fait pourquoi d'un coup Coppola se réveille et se dit j'aimerais bien une version comics. Est-ce que c'est Chris Ryall qui, connaissant l'agent d'un agent d'un pote a proposé l'idée à Coppola? Mais on a quand même eu cette vague un petit peu, cette nouvelle vague on va dire de projets bande dessinée menés ou supervisés par des stars du cinéma, que ce soit Keanu Reeves avec Berserker, Emilia Clarke avec Mother of Madness, c'est pas le même niveau de... Non, c'est pas le même niveau, effectivement. Oui, mais... Parce que Keanu Reeves, il y avait clairement le projet de faire de Berserker. Oui, non, mais je dis... chose, tu vois. Oui, là, c'est dans le sens inverse. Oui. On a moins... Mais parce qu'il a vu, peut-être qu'il a vu la tendance, il s'est dit, ah tiens, mais si Emilia Clarke fait ça, si Keanu Reeves fait ça, peut-être, oui. Jamie Lee Curtis fait ça aussi. Oui. Le mec de Drive the Cross Concrete, le réalisateur là, qui a fait la BD qui avait l'air super bien. Oui. Voilà.
C'est celle-là, exactement. La fameuse. Organisms from Outer Space. Ah oui, voilà. oui. Mais après, peut-être, mais généralement, tu vois, on a perdu un peu dans la bande dessinée l'habitude d'adapter un film. Tu vois, à une époque, c'était le cas très régulièrement. Il y avait même un format spécial chez Marvel pour ça, les Marvel Anthology Special, je crois. Justement, t'as eu des adaptations BD des films Star Wars chez Dark Horse à l'époque. Bien sûr, mais même chez Marvel aussi. Et ça s'était un peu perdu. Et là, en plus, ça arrive, c'est pas pour un truc à licence, tu vois. C'est pour un vrai grand film d'auteur. A priori, je trouve l'ultime film d'une filmographie quand même assez complète et magnifique. Ouais, pas ouf, hein, quand même. Ouais, non, Coppola, pas incroyable. C'est pour ça, c'est parce que c'est nul. Non, ce que je veux dire, c'est pas tant que c'est une adaptation qu'en plus c'est une interprétation d'un script, en fait, puisque justement, ça n'adapte pas, en fait, ce qui est déjà à l'image. Et là, pour le coup, je trouve que c'est vraiment très intéressant parce que t'auras résolument, ne serait-ce que pour l'aspect visuel, de choses qui vont être très différentes, de versions. Et de toute façon, c'est limite, tu sais, si les gens avaient le temps et si c'était un modèle économique qui était viable, ce serait limite très intéressant par moment que de grands scripts soient adaptés par différents artistes et d'ailleurs, c'était un challenge qui avait été fait en 2020 pendant le confinement. Je sais plus qui c'est qui l'avait lancé. Peut-être que c'était Declan Shalvey ou un autre qui avait, en fait, pour vraiment montrer l'importance, en fait, de l'artiste et qui n'est pas juste l'exécutant, d'un auteur. Ils avaient fait un challenge où ils mettaient à disposition de tous les artistes qui le voulaient une page de script unique et après ils postaient tous les résultats des trucs et c'était hyper intéressant de voir comment chacun s'appropriait la chose. Là, je me souviens aussi de Hayden Sherman qui avait repris une scène du Spider-Man de Sam Raimi en imitant le style de Frank Miller. Ouais, c'était ouf ça. Mais Hayden Sherman, si tu m'écoutes, my friend, nous voulons cette version-là intégralement. D'ailleurs, c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est tous les scripts qui n'ont pas été acceptés à Hollywood pour les différents Batman qui ont été refusés, le 3e Batman de Schumacher, les projets de Batman interstitiel, Batman de triomphant, etc. Enfin, même le Batman de Aronofsky. Pourquoi ne pas les faire en comics? Effectivement, c'est un peu dommage. D'ailleurs, Aronofsky lui-même qui avait fait faire The Fountain en version bande dessinée parce qu'il avait peur pareillement qu'un monteur, en fait, ou le studio dise c'est trop compliqué, il faut qu'on change, il faut qu'on mette un happy end et tout. Bon, il se trouve que le film est merveilleux et la BD existe. Mais c'est deux lectures parallèles du même esthétique. En plus, c'est ça qui est intéressant. Ou même un petit peu comme le Batman imposteur de Mattson Tomlin, tu vois, justement, où en fait, il est frustré du fait qu'il est arrivé trop tard sur le film de Batman, en se disant que les idées avaient déjà été posées, le squelette narratif avait déjà été posé. Il s'est dit, je vais faire un comics, parce que j'ai trop d'idées pour mon Batman. C'est ce qu'il a dit en interview, ça? Tout à fait. Oui, absolument. Mais tu n'as pas lu la review que j'ai pas fait d'ailleurs. Pardon. Que j'avais commencé après que j'ai abandonné parce que on avait fait un podcast et j'avais tout dit. Mais donc bref, il en avait parlé, il avait dit en fait qu'il était arrivé en dernier et que les deux scénaristes qui étaient même Matt Reeves et l'autre mec avaient déjà en fait mis le début, le milieu et la fin, et lui il a juste rajouté des idées par-ci par-là. A priori les motos par exemple c'est lui, le réseau de câbles c'est lui, en fait les trucs que tu retrouves dans un poster à côté. Donc en tout cas c'est super intéressant. Jacob Phillips, donc on a eu le plaisir de rencontrer, et qui a vraiment une bouille en fait de mec qui aurait pu jouer dans un rockabilly à la Grise ou quoi, tu vois, vraiment ce côté, cette gueule super américaine, j'ai envie de dire, paradoxalement, alors qu'il est anglais et qu'il a un accent anglais à couper au couteau, qui est vraiment un mec qui monte, qui en quelques années de passer de coloriste de son père sur My Heroes est devenu l'un des artistes qu'on s'arrache, j'ai envie de dire, avec New Burn, avec Texas Blood, qui est une super série. Vraiment, il faut lire Texas Blood parce que ça va beaucoup plus loin que le côté No Country for Old Men des débuts, c'est vraiment le Fargo des comics. Mais pour l'instant, il n'y a qu'un seul tome chez Delcourt. Oui, je sais, mais encore une fois, apprenez l'anglais, c'est bien. D'ailleurs, je le vois, il me regarde là, le texte. Non, soutenez l'édition de Delcourt pour que la suite puisse être lancée. Par exemple, le tome 3, toi, tu kifferais parce que c'est vraiment un slasher. C'est un slasher à la Scream en plus, mais dans le monde de Fargo avec la compagnie américaine enneigée, etc. T'as pas vu Fargo non plus? T'as pas vu Fargo? Non. Bon la série Fargo non plus. Ouais. Bon écoutez, voilà, si vous avez vu la série Fargo. Moi je regarde Gotham Knights en ce moment, hein, excuse-moi. J'ai des gens à animer. Oui, c'est ça, en plus c'est qu'il a vu tout Arrow, je suis le troubadour de Twitter en ce moment, je dois amuser les gens dans ces temps difficiles. Non, parce que si vous avez du temps, contrairement à Arnaud, lisez Texas Blood et lisez évidemment New Burn. Voilà, et si ces questions un peu de choix de cadrage et de différentes interprétations pour les artistes, ça vous intéresse aussi, je vous recommande, si vous l'aviez pas encore fait, d'aller regarder la chaîne YouTube d'Elsa Chartier, qui avait fait quand même plusieurs séries de vidéos où elle adaptait justement des scènes de films ou de séries en bande dessinée, où elle expliquait justement ses choix pour le découpage, pour les angles et tout ça. Je pense que ça vous permettra d'avoir de nouveaux éléments de lecture, en fait, quand vous lisez vos prochaines BD, vous pourrez, voilà, tout simplement un peu mieux comprendre c'est hyper intéressant et didactique, et c'est sous-titré en français par mes soins, donc c'est accessible à tout le monde. Ensuite, Corentin, du côté de la VO toujours, John Layman, qui revient chez Image Comics avec une série qui s'appelle In Hell We Fight. Ouais, bon, c'est vraiment pour la placer, ou pour placer un petit projet indé à la marge. Parce qu'en vérité, c'est pas vraiment un événement dans le sens où John Layman, il crée régulièrement, et en l'occurrence,
Ça a pas l'air d'être le projet de sa vie. C'est l'histoire d'un casse en enfer. Voilà, simplement. C'est donc en enfer où les gens sont morts. Les gens sont morts, les gens habitent. Enfin, c'est un enfer très civilisé où il y a des petites communautés, des petits villages et des commerces. Putain, t'imagines et ton voisin, c'est Gérard Darmanin, alors. Oui, bah est-ce que l'enfer, c'est pas déjà la réalité? On est enfermé avec lui. Mais donc voilà, c'est un monde où, a priori, c'est dur, hein, l'enfer, parce que tu te fais torturer, t'es condamné à l'éternité dans la souffrance, un monde où il n'y a pas de soleil. T'as qu'une seule lecture, c'est le numéro de Playboy avec Marlène Schiappa. Exactement, commenté par Benji. Et en Épigore. Et c'est pour toi, bébé. En plus, il nous écoute pas. Je pense que c'est un pote qui lui envoie. T'as qu'un seul livre audio, c'est l'intégrale des discours d'Aurore Berger. Là, pour le coup, c'est une vraie idée de torture. Mais lu par Aurore Berger en plus, tu vois. Satan prend des idées à Monsieur Kikou. Mais donc apparemment, la plus grosse souffrance dans le monde infernal de Lehman, c'est qu'il n'y a pas de glace en enfer. Il n'y a pas de il n'y a pas de Magnum. Il n'y a pas de Magnum. Tu peux pas croquer dans des trucs au chocolat craquant qui font craquer comme ça pour pécho des gens, quoi. Exactement. Et donc, il y a que les démons, les grands rois démons qui ont des glaces, à disposition. Et donc, t'as une bande d'ados, envoyés aux enfers qui va braquer l'espèce de camion de glace des démons. C'est génial. Voilà. Donc, effectivement, ça a l'air aussi absurde que d'habitude. En plus, Lehman est habitué à l'idée de mélanger des genres, comme pour Chou, où il y avait déjà une donnée alimentaire, hein, oui. même fondamentale. Avec les poulets. Mélangé de séries policières, de polars, de post-apo, de séries un peu sanitaires aussi, et fédéré autour d'un thème culinaire où tous les vilains ont un rapport bizarre avec la bouffe. Donc là, on est un peu dans les chaussons. L'artiste qui l'a... Quoi? Chaussons aux pommes. L'artiste qu'il a choisi, qui s'appelle Jok, Sensé, oui. donc J-O-K. Artiste argentin, donc peut-être rock, je ne sais pas, qui a un style un peu à la Leandro Fernandez, avec un côté un peu granuleux, un peu à la Mignola aussi, mais bon, après on voit de plus en plus de Mignola, c'est normal, parce que Hellboy a 25 ans, donc tous les mecs qu'on grandit avec maintenant se sont répandus dans l'industrie. Tiens, d'ailleurs, juste entre parenthèses, Mignola en interview, mais non, Arnaud, trop bien, super. Non, j'aimerais bien, mais non, mais quand même. Putain, tu fais gros coup de poisson, gros coup de filet, parce que gros coup de poisson. C'est comme dans Astérix. Non, mais Mick Mignola qui signe une couverture variante pour le garde républicain, tu sais, de Thierry Mornay. Ah, stylé. C'est ouf. Ouais, c'est cool. Très belle collaboration. Voilà. Bah, merci à Mick Mignola pour le coup d'os, enfin le Notice Me Senpai. Donc voilà, une nouvelle création de John Lehman, toujours plus ou moins intéressé par ce qu'il fait, même si je trouve qu'il est un peu en petite forme depuis quelques temps. La série Chou, c'est H-U, qui a été traduite en français sous je ne sais plus quel titre. Safran Chou, peut-être qu'il l'avait traduit. Ouais, Safran Chou. Ouais, Safran Chou, voilà. Que t'es un bon petit spin-off à l'aventure principale de Chou. Très rigolo. Très rigolo. Le Red Sonja Mars Attacks, pour le coup, était raté. Mais bon, c'est normal. C'est compliqué de réussir un crossover Red Sonja Mars Attacks. Ne le lisez pas, même si vous avez du temps, c'est nul. Donc voilà, on va voir si John Lehman se retrouve un peu de son mojo d'autrefois, en espérant quand même pour lui qu'il réussisse à toper un vrai succès à l'avenir, parce que la dernière fois qu'on avait lu du bon John Lehman, c'était la série chez Skybound, Outer Darkness, je crois que c'était. Ouais. Espèce de truc un peu à la Warhammer 40 000 qui mélangeait fantasy et voyage spatial. Ouais, et horreur, quoi. Et horreur, c'était quand même un vaisseau spatial qui était alimenté par un démon, enfin, exactement. Un démon, quoi. Un projet qui était vraiment très très cool, et là où on voyait qu'il s'était mis vraiment dedans à fond, mais qui était du créateur du War for Hire, donc il a pas pu le continuer parce que la licence appartenait à Skybound officiellement. Et depuis, j'ai l'impression qu'il vivote un peu, il a du mal à retrouver un projet passion comme ça. Donc peut-être celui-là, peut-être le prochain. À voir. On verra. Corentin, est-ce que tu es fan des posters de chez Mondo? Fan, c'est un grand mot. J'ai quelques vinyles Mondo. Ah ouais? Ouais. Wow, en fait, tu pouvais les chiner à la Fnac des Halles à une époque. Ah ouais? Ouais. Okay. Au hasard, comme ça, le 5e élément, je l'ai vu 10 fois, par exemple. J'en avais acheté pas mal à Océane, qui est, pour le coup, elle, une très grande fan de Mondo. Mais aussi une grande fan de Funko, donc ils ont, bien sûr. Okay. Celle de mes grands-parents qui m'ont gentiment lâché. Enfin, grands-parents côté beau-père, c'est passionnant ce que je raconte. Et elle marche encore assez bien, mais il y a quelques vinyles où elle a du mal. Comme mais tu sais qu'un jour, quand on fera cette fameuse soirée First Print et qu'il y aura un quiz, je vais mixer avec des trucs à gagner. Non, c'est pas ça la vanne, c'est qu'on fera du coup des questions. On fera top. J'ai été lâché par les grands-parents, mais du côté du beau-père, je suis. Paf, la platine vinyle. La platine vinyle de Corentin et Océane. Oui. Tout à fait. Mais oui, j'ai une platine vinyle, j'ai des enceintes, j'ai tout. Incroyable. Voilà. Oh, le bourgeois de la musique, quoi. Ben non, parce que c'est un cadeau.
Enchaîne. Si on veut la qualité, on prend le vinyle. Non, ouais, donc effectivement, je suis pas un immense fan des posters Mondo. Je les trouve magnifiques comme tout le monde. Mais ils sont trop chers. Effectivement, et j'ai pas 40 murs chez moi, contrairement à toi. Donc voilà pourquoi Arnaud me pose cette question étrange. C'est qu'en quelques jours, on a eu l'annonce, du coup, mensongère, que les entreprises Funko allaient arrêter, qui ont racheté le petit groupe Mondo, allaient en fait arrêter de produire les posters et les vinyles chers au cœur des fans. Parce qu'ils ont viré les 2 cofondateurs de la boîte, plus le directeur créatif senior et la moitié de la boîte, du staff en interne, on va dire. Mais ensuite, Mondo est revenu, enfin Funko, pardon, est revenu là-dessus et a dit non, pas du tout, on va pas arrêter les posters Mondo, on va pas arrêter les vinyles Mondo non plus. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va les étendre, parce que jusqu'ici, c'était un petit peu un truc qui était réservé aux Happy Few qui ont les moyens de machin. Et qui étaient les plus rapides aussi. Voilà, il y avait une diffusion qui était très restreinte parce que c'était ce côté objet de collection, qui voulait pas produire en masse et tout. Et Mondo s'est dit, à l'inverse, ce serait bien Funko, d'amplifier le spectre économique de ce truc-là. Donc, t'as envie de dire bonne et mauvaise nouvelle. Mauvaise parce que des gens ont été foutus à la porte, et les fondateurs de la boîte, ce qui est quand même jamais une très bonne nouvelle. Oui, surtout que ça dépend, parce que c'est eux qui avaient bâti les relations avec les artistes, donc à voir si les artistes auront encore envie de bosser avec eux. Hein. J'y venais, mais après tu peux te dire aussi bonne, parce qu'effectivement il y avait un côté un peu élitiste chez Mondo, et honnêtement un marché de la revente sur internet qui était assez débile. C'est que si vous voyez les comics que les mecs vont acheter, les tirages limités qu'ils vont acheter pour les revendre 10 fois plus cher, Mondo ça existe aussi pour des posters qui sont pour le coup uniques. Donc voilà, il y avait du bon et du moins bon, et là ensuite est arrivé un artiste un expert du milieu qui a dit qui a fait un long thread pour expliquer un petit peu pourquoi c'était problématique. Déjà parce qu'effectivement les artistes travaillaient majoritairement au feeling avec les fondateurs, et il est peu probable que les mecs en question vont revenir travailler avec Funko maintenant que les fondateurs ont été virés. Surtout que les fondateurs en question vont certainement créer une autre boîte pour faire à peu près la même chose. Hein. Et c'était pareil pour les imprimeurs qui étaient prêts à faire de gros efforts sur la qualité, le travail des couleurs, le travail de conservation, le choix du papier, etc. parce que ils avaient ce super rapport avec les fondateurs, et que Funko, qui va probablement économiser sur les coûts, parce que si tu augmentes ta diffusion, il faut que tu produises en masse, donc il faut que tu produises à moins cher, n'aura pas le même soin, la même recherche de qualité que Funko, que Mondo, jusqu'ici. Ça m'a fait comme Dwayne Johnson et The Black Adam. Oui, c'est ça. Vous verrez dans le podcast sur Shazam, il fait la même chose avec Black Adam et Dwayne Johnson. Parce qu'on parle moins souvent de Funko et de Mondo aussi, donc c'est pas comme DC et Marvel où les lettres sont très différentes. Mais donc voilà, en fait, si on est très fan, effectivement, et on a vu, parce que nous on a une communauté un peu cinéphile dans nos potes, et d'amateurs d'objets rares, d'objets beaux, etc., que eux étaient très déçus, voire très choqués, que notamment tous ceux qui détestent les Funko Pop ont trouvé une nouvelle raison de détester Funko Pop. Ouais. Voilà. Mais après c'est enfin no offense pour les gens qui ont des Funko Pop, hein, parce que j'en ai aussi même chez moi, hein, mais que je n'ai jamais. Oui, moi aussi. Je n'ai jamais payé. On les a un peu imposés, mais c'est vrai que ça représente un peu le. Enfin, faut pas faire de l'élitisme, c'est pas bien, mais c'est vraiment le bad game du produit dérivé. C'est les trucs qui sont pas très intéressants. Il y a un design unique repris où en fait. Et pour moi, franchement, c'est limite le NFT des figurines, quoi. Le mec, il a commencé par dire qu'il faut pas être offensant ou élitiste. Et là, les Funko Pop, c'est le NFT du produit figurine. Bah non, mais en fait, quand tu regardes, c'est quand même un modèle unique qui est décliné avec juste des accessoires et des couleurs de trucs. C'est quoi? Enfin, c'est. Ouais, mais Lego, c'est un modèle unique, hein. Ouais, juste le design du visage qui change, hein. Oui, mais Lego, ce qui est incroyable, c'est qu'ils arrivent à te faire des sets tellement différents en partant sur des mêmes pièces. Là, littéralement, c'est quand même le modèle de base. Oui, et après, on change juste les fringues, quoi. C'est un concept. Bon. Oui, non, mais c'est un concept. Mais après, c'est juste que c'est des trucs que tu vois tout le temps dans toutes les boutiques. Ouais, plus ou moins c'est inspiré des tonnes de clones, de mecs qui font des Funko-like. D'ailleurs, il y a un partenariat entre. Non, mais il y a les Bricks de chez Lego aussi qui sont des Funko. Ouais, qui sont pas, c'est pas très joli non plus. J'en ai aussi là. Mais je les vois. Je crois que je les vois, j'ai peur. Qu'en plus, ils ont repris le principe des yeux ronds et vides. Tu sais, où on dirait qu'ils aspirent ton âme quand tu les regardes. Oui. Moi, les Funko Pop que j'ai chez moi, des fois, ils me font peur. Une fois, la nuit, je me suis réveillé, j'ai vu le truc, j'étais genre, c'est mes Annabelle à moi, on va dire. Mais donc après, voilà, c'est une tempête dans un petit milieu, un petit microcosme. Ouais, c'est une tempête dans une flaque d'eau, quoi. Je veux dire, parce qu'en vérité, qui a consommé Mondo assidûment, etc. Là, c'est justement, j'ai envie de dire, des gens qui avaient les moyens, qui étaient plus ou moins pas des élitistes de la cinéphilie, mais des gens qui grosso modo étaient des collectionneurs. Ça a un petit impact, tu vois. Effectivement, c'est une question de principe, mais comme tu l'as dit, les fondateurs, ils ont encore leur carnet d'adresse, ils ont encore leur savoir-faire, ils vont recréer une boîte bientôt.
et voilà, enfin, ça aura pas changé grand chose, sinon que Funko aura racheté la marque Mondo. Ouais. Et la marque Mondo, ils pourront la vendre, certainement. Parce que comme ils s'adressent à des gens qui recherchent l'excellence et la qualité, bah, les consommateurs réguliers de Mondo ne se laisseront pas berner. Et les nouveaux consommateurs vont juste acheter des posters. Donc, en fait, Funko se met aux posters. Ils ont racheté Mondo. Les mecs qui ont été virés vont recréer un Mondo Like. Tu perds du prestige. Bah, pas forcément, enfin. Bah, je pense que, bah, ça dépend. Faut voir si la qualité continue d'être, à la fois la qualité des dessins et des artistes engagés, mais aussi la qualité de production, parce que tu peux très bien t'imaginer que aussi en voulant baisser le prix, c'est-à-dire qu'ils vont augmenter le tirage, mais qu'ils peuvent aussi baisser sur la qualité. C'est ce que je disais, c'est qu'il restera l'offre qualité, machin, etc. par la nouvelle boîte qui finira par arriver. S'ils arrivent à la faire. Ou des gens, parce qu'il n'y a pas que Mondo sur le marché, hein, il y a d'autres producteurs de posters et de vinyles de grande qualité. Moi, très honnêtement, je te dis, j'ai du mal à trouver que c'est un scandale international, quoi. Moi, à mon sens, c'est juste la boîte s'est faite racheter et comme toutes les boîtes qui se fait racheter, bah, elle est tirée par le bas par les nouveaux employeurs. Mais je connais ça en comics, DC, Marvel, Star Wars. Je veux dire, voilà, c'est l'histoire de la vie. Peut-être qu'il fallait pas, en fait, simplement que... Ça, c'est le Roi Lion, ça. Peut-être qu'il fallait pas, en fait, que Mondo se fasse racheter de base, tu vois. Parce que si les mecs, après, tu vois, c'est comme, bah, rappelle-toi quand Gameblog a été racheté par, je sais plus quel groupe, Mediapart ou quoi, je sais plus, bref. Non, alors c'est Gamecult qui a été racheté. Voilà, Gamecult, par, mais avant ça, Gameblog avait été racheté. Par Reward Media. Et les mecs, ils avaient foutu à la porte les fondateurs en mode, bah écoute, nous on veut aller dans cette direction, toi t'es pas d'accord, bah tu dégages. Quand tu te fais racheter, si un jour First Print se fait racheter, j'ose espérer qu'on sera assez intelligent pour garder le contrôle, tu vois, parce que tu te fais racheter par un groupuscule qui veut changer ta façon de faire. Il me semble qu'on va créer First Print justement pour plus faire racheter. Ouais. En plus, même ça, parce que j'allais dire, nous aussi on connaît ça, tu vois, quelque part, il y a quelques années, voilà, bref. Arnaud? Je ne dirai rien. Donc, Mondo se fait racheter, Funko se met au poster, il y aura sûrement une autre boîte qui sortira dans la foulée, c'est la vie, c'est comme ça, c'est triste, mais on s'en remettra. Très bien. Corentin, du côté des comics, en VO, une série Batman et Robin qui apparaîtra à la rentrée dans le cadre de l'initiative Dawn of DC, qui s'étendra donc sur tout 2023 avec une vingtaine de nouvelles productions chez l'éditeur à deux lettres. C'est Joshua Williamson qui écrit la série et c'est Simone Di Meo qui dessine. Simone, on vous en parle souvent parce que c'est un artiste. Simone. C'est un artiste italien de qualité qu'on a vu notamment sur Power Rangers Tortue Ninja et sur l'incroyable We Only Find Them When They're Dead qui est disponible chez iComics. Le 3e tome sort cet été, c'est de la bombe. Chez DC, on l'a vu aussi, il a fait le petit segment Redwood dans l'univers White Knight de Sean Murphy. Il a fait du Future State Harley Quinn en 2 numéros. Mais là, pour le coup, c'est vraiment sa première série plus régulière où on espère qu'il restera au moins le temps de quelques arcs avec, j'imagine, des numéros de fill-in entre les choses. Mais c'est plutôt cool, les visuels sont chouettes. Il y aura une Robin mobile, ce qui par contre est un peu absurde pour Damian Wayne qui n'a pas le permis, mais en même temps, j'ai envie de dire que Damian Wayne n'en est plus à ça de devoir respecter la loi. Mec dans les rues, hein. Oui, non, c'est pour ça. Voilà, on va pas être trop tatillon sur le respect de la loi chez les vigilantes. Joshua Williamson, il a déjà pu écrire à la fois Robin, parce qu'il avait fait la précédente série solo sur Damian Wayne, très sympathique. et Batman aussi d'ailleurs. Je sais qu'elle a pas eu très bonne presse, mais moi j'ai bien aimé. Ouais, bon, c'était Mortal Kombat, quoi. Ouais, pourquoi pas. Je veux dire, ça cale avec le côté Robin, qui est un petit combattant qui vient de la Ligue des Assassins, etc. Ouais, moi c'était pas non plus incroyable, mais voilà. C'est sympa. Et donc voilà, il a écrit aussi la série solo Batman, en faisant le pont entre James Tynion IV et Chip Zdarsky. Donc quelque part, il a fait Batman et Robin. Donc maintenant, il fait Batman et Robin. C'était quand même vachement moins bien. C'était pas bien. Ouais, bah, c'était pas terrible. C'était pas ouf, mais bon. Mais voilà, bon après, Williamson, c'est un peu devenu le Geoff Jones. Après, il a fait Infinite Crisis, il a écrit Dark Crisis. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, c'est qu'il est capable voilà. de tout et de, enfin, moi, depuis que j'ai lu Rogues, par exemple, même si la fin, pose question, ça reste pour moi un bon scénariste qui sait ce qu'il fait, qui aime profondément l'univers DC, ses seconds couteaux, etc., etc. Il est pas bon partout parce qu'il peut pas être bon partout. De fait, on lui demande beaucoup de choses. Et là, sur le Dawn of DC, je crois qu'il est sur d'autres projets en plus, pas que sur Batman et Robin. Oui. Donc la meilleure nouvelle de tout ça, ça reste quand même Simone Di Meo qui fait du travail en régulier et qui en plus applique vraiment son travail de la couleur à la We Only Find Them, plus que justement sur Harley Quinn où c'était encore un peu couleur électrique, etc. Là, on voit vraiment les filtres, on voit vraiment les effets d'ombrage et de texture qui sont super jolis. Moi, c'est un artiste que j'aime vraiment énormément, qui cadre avec tout ce qu'on aime dans la scène italienne moderne. C'est influence Japanimation à fond, des designs ultra travaillés, ça fait dessin animé figé sur papier, c'est très beau, c'est très bien. Et Batman et Robin, voilà, le film va arriver.
dans longtemps. Pas encore, ouais, c'est Voilà, là, ça nous manquait un peu quand même, Batman et Robin, parce que même si moi je suis pas le plus grand fan du monde des Robin, Damian, ça reste un personnage qui est génial. Et on a eu beaucoup de Batman en solitaire ou en famille vraiment étendue, qui allait savater du vilain tech, qui avait un grand plan pour conquérir Gotham et tout. Là, petit à petit, on revient à du Batman polar, ce qui est déjà une très bonne chose, et on revient aussi plus généralement à l'idée de tout ce qui s'est passé sous Tanyan Ford, on va considérer que c'était une virgule qu'on peut tourner pour revenir à un équilibre moins tonitruant, moins blockbusteresque, plus sain, donc très bien, parce que très honnêtement, malgré tout l'amour que j'ai pour James Tynion Ford, l'auteur indépendant, son Batman, ça reste pour moi un mauvais souvenir. Et je trouve que du peu qu'on a vu récemment de Zdarsky, il a l'air en tout cas d'avoir des ambitions plus terre à terre. Donc tant mieux. Je pense que Dawn of DC pour l'instant, si on fait le bilan des annonces, moi ça me sauce quoi. Enfin il y a quand même pas mal de trucs qui sont vraiment très cool, d'artistes et de scénaristes de renom. Je suis content. Voilà, ça me remet un petit peu le pied à l'étrier de DC parce qu'effectivement, je trouve que la période Infinite, ouais. Non, mais même la période Infinite démarre en 2000. Là, la parenthèse 2021-2020. Bah, les séries de Williamson étaient bien. T'avais l'impression d'être vraiment dans cette nord culture de toute continuité a existé. On va faire une crisis permanente de 1 an. C'était sympa. C'est vrai que les séries elles-mêmes, on s'est un peu emmerdé, quoi. Ouais. Un peu. Allez, on va du côté de chez Marvel. Et devine qui c'est qui dégage de chez Marvel? Qui dégage? Ike. Ah oui. Perlmutter. Isaac Perlmutter. Il dégage enfin. 80 ans. À la tête de Marvel. 80 ans, il était encore en train de diriger Marvel, ce con, quoi. Bon, il dirigeait plus rien, en vérité. C'est Kevin Feige qui dirige Marvel depuis qu'il a été bombardé président et CB Cebulski. Ouais, enfin, CB Cebulski, c'est le rédacteur en chef. Éditeur en chef. Non, on dirait éditeur en chef, c'est le rédacteur en chef, du coup, je sais, c'est un peu bizarre parce qu'il rédige rien, mais c'est comme ça qu'on traduit. Non, et t'as qui d'autre, Au-dessus? Le publisher? Dan Buckley. Ouais. Mais voilà, c'est non, dans la vraie vie, les comics Marvel, c'est le fait est, c'est que Marvel, oui, non, mais le truc c'est que pour vraiment la production, mais le fait est que Marvel Studios est dirigé par Kevin Feige, c'est le président et tout ça, mais que techniquement t'avais toujours Marvel Entertainment avec donc Ike Perlmutter qui en était le chairman et Dan Buckley qui en était le président. Exactement. Donc Isaac Perlmutter, milliardaire israélien, qui a fait fortune aux États-Unis. Alors je crois notamment dans les pharmacies. Enfin pas les pharmacies, comment on dit drugstore déjà? Ouais, pharmacie, ouais. Pharmacie? Ok, bon, ouais. Drugstore. Qui après effectivement a fondé Toy Biz, donc une boîte de jouets. Et quand Marvel est entré en banqueroute dans les années 90, rappelez-vous quand on vous parlait de Heroes Reborn, quand on vous parlait de ce moment où en fait l'industrie a enflé en misant sur la spéculation, les couvertures, la production de numéros chers avec des effets de variantes, etc., etc. Je crois clairement que là on vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent connaître. Mais je serais intéressé pour qu'on fasse un jour une sorte de grand débrief des années 90 en podcast sur un thématique parce qu'il y a beaucoup de choses à dire et en même temps, je pense une vision un peu tronquée de ce que c'était cette période-là. Parce qu'effectivement il y avait beaucoup de choses qui étaient affreuses, beaucoup de choses qui étaient géniales, mais surtout c'est un emballement industriel qu'on a un peu reconnu dans les années 2010 à différentes échelles évidemment et dont l'industrie a pas l'air d'avoir tiré tous les enseignements, mais bref peu importe. C'est pour ça qu'on fait souvent des blagues dessus, mais que certaines parfois font des raccourcis en disant juste First Print ils aiment pas les années 90. Non, tu rigoles, Vertigo, Dark Horse c'est les années 90, Hellboy, Constantine c'est les années 90. Oui. Donc voilà, bref. Preacher aussi, bref. Donc on y arrive. Marvel donc entre en banqueroute. Toy Biz rentre dans l'actionnariat pour sauver la boîte. Et Isaac Perlmutter, son président, devient donc l'un des actionnaires majoritaires de la Maison des Idées. Et ce qui se passe ensuite, c'est que quand Disney va racheter le groupe Marvel au global, ils ne vont pas en fait racheter toutes les parts de Perlmutter, qui va rester président effectif jusqu'au moment où Bob Iger va décider de le mettre de côté. Alors, il y a beaucoup d'anecdotes sur Perlmutter, qui est un mec très secret, qui se targue lui-même de ne pas être un milliardaire public, qui refuse toutes les interviews. Il y a même très peu de photos de lui qui existaient jusqu'à récemment, parce que il est devenu plus médiatisé à l'aune de la présidence Trump, parce que c'est un des meilleurs amis de Donald Trump. Ils ont fait les mêmes clubs de golf, les mêmes clubs de riches trous du cul. Et à tel point d'ailleurs que justement Trump lui avait filé un bureau pour participer à la gestion des affaires liées aux vétérans aux États-Unis. Donc il a été membre de l'administration Trump à un titre relativement officiel. Et c'est un mec qui est ouvertement sexiste, qui a un vrai problème avec les personnages de couleur et probablement les gens de couleur aussi. Enfin, c'est un Trumpiste, après, c'est pas très étonnant. Selon la légende ou le roman national qui a été écrit chez Marvel Studios, quand Kevin Feige, qui avait pris la tête de Marvel Studios après le départ de Avi Arad chez Sony, a voulu commencer à lancer
d'appareil Viera, des perlmutters qui a priori étaient très potes, a voulu commencer à lancer l'univers MCU. Lui voulait dès le début une Captain Marvel, Brie Larsonienne, enfin Carol Danversienne, un Black Panther dans les membres fondateurs, et ce serait Perlmutter qui s'est farouchement opposé à ça. On a pas mal d'extraits de quelques prises de parole ou des proches de Perlmutter qui ont rapporté des trucs qu'il avait dit. Et voilà, si vous voyez un peu les extraits des discours de Richard Nixon, c'est un petit peu le même délire. C'est un mec qui avait vraiment des propos très outranciers, souvent borderline raciste, souvent sexiste, souvent homophobe, et qui avait une très mauvaise réputation. C'est un petit peu l'oncle raciste de la famille Marvel qu'on savait pas trop comment virer. Finalement, après le succès quand même assez colossal d'Avengers Infinity War, Kevin Feige est devenu président officiel de tout le groupe Marvel, comics, télévision, bon, ça n'existe plus, et cinéma, et donc Perlmutter a été un peu dans un placard, et là maintenant, ça y est, ils ont réussi officiellement à se débarrasser de lui. Donc c'est une bonne chose, c'est une épine qu'on s'arrache du pied. Dans les faits, ça va pas changer grand-chose concrètement, puisque la présence de Perlmutter n'a pas empêché justement et Alonso et Cebulski de mettre en avant les thèmes de la diversité en comics. Pas plus que le cinéma d'ailleurs, qui a fini par s'y mettre avec du retard, hein, c'est encore un peu le cas aujourd'hui. Ça intervient en parallèle d'ailleurs du départ de Victoria Alonso. On pourra d'ailleurs se poser la question de est-ce que finalement Marvel Studios et Disney sont si chauds que ça à l'idée de promouvoir un certain genre de diversité. Ça arrive aussi après le départ de Chapek, qui était un homophobe déclaré et qui avait un problème avec plein de trucs avec les Républicains. Donc là, c'est de la grosse politique, hein, c'est pas du tout du Spider-Man, il a tué tel mec dans le dernier numéro. C'est au niveau gestionnarial, dans les sommets de la pyramide. Donc évidemment, ça nous concerne un peu moins, mais de fait, le mec a eu un impact très concret sur l'histoire des comics, sur l'histoire du cinéma de super-héros, et son départ, à mon sens, encore une fois, reste une bonne nouvelle. Ouais. C'est le bilan que j'aurais envie d'en tirer. Ouais, il y a clairement, même si on n'en voyait plus les actions, c'était quand même quelqu'un d'assez détestable, en fait, de par toutes ses prises de position. En tout cas, ne serait-ce que au-delà du côté, j'ai soutenu les campagnes de Trump, mais le fait, effectivement, que dans ces interviews, c'était le mec qui disait non, mais de toute façon, les films de super-héroïnes, ça peut pas marcher, trucs comme ça. Enfin, c'est une vision assez, il participe tout simplement à une vision, en fait, de la pop culture et de la culture des super-héros qui est, ultra rétrograde, quoi, tout simplement, à ne pas vouloir laisser la place, en fait, à d'autres types de personnages que juste des mecs blancs et musculeux. Voilà. Bon. Et je me demande si le retour de Iger, justement, a pas un lien avec ça, parce qu'on sait que Bob Iger a jamais été un fan de Perlmutter. Ouais. C'est certainement le lien, parce que justement, en fait, ce licenciement intervient dans le cadre peut-être un peu moins positif du fait que Marvel Entertainment a été considéré comme redondant, tu sais, redundant, justement dans la nouvelle réorganisation que Disney subit avec le retour de Bob Iger. C'est-à-dire qu'il y avait des doublons de postes qu'il fallait éliminer. C'est ça. Et donc Marvel Entertainment en tant que tel, justement, va être absorbé alors sûrement dans l'enseigne Marvel Studios, qui sera juste Marvel de façon générale, et ça posait des questions un petit peu sur qu'est-ce que va devenir Marvel chez certains sites. Bleeding Cool est un peu alarmiste, mais t'as The Beat qui est un peu moins sensationnaliste que ce que fait Rian Johnston, qui était plus dans le délire à dire que ça va changer un petit peu de place dans la superstructure Disney Marvel, mais en vrai il va pas se passer grand chose, parce que justement les postes qui ont été supprimés, c'est surtout je pense que justement il en a profité pour dégager Perlmutter en actant de la redondance comme prétexte, mais que dans les faits après les autres personnes qui travaillent chez Marvel, il y a pas trop de problème de ce côté-là, et je pense pas que ça va faire comme le DC Bloodbath, tu sais, quand il y a vu le rachat par Discovery et TNT, qu'il a été vraiment vénère. En termes de perte de personnel pour un éditeur. D'ailleurs, juste, t'as prévu de parler d'Alonso ou d'Alonso, Victoria Alonso, Autant que la poussière retombe, peut-être. Oui, pour en savoir un petit peu plus. Ouais, j'attends un petit peu plus. Du côté des comics, gros projet chez Marvel qui arrive quand même, c'est Gods de Jonathan Hickman et Valerio Schiti. On savait qu'il y avait un projet important qui se préparait pour ces deux-là. Ça arrivera à l'automne. On n'en sait pas trop plus, sinon que ça va toucher vraiment, en fait, à du grand cosmique, hein, puisqu'on va s'intéresser à des êtres aux éons chez Marvel. Ce sont tous ces êtres hyper potents que sont le tribunal vivant, Eternity, ce genre de choses là. Il y aura du Doctor Strange aussi, ça s'annonce ambitieux comme d'habitude avec Jonathan Hickman, qui ne fera hélas jamais de série It's Jeff a priori. Voilà, lui il va plutôt du côté grandiloquent. T'imagines une série It's Jeff où en fait tout l'univers Marvel est né. Tout se passe dans la tête de Jeff.
Jeff, c'est ça, ouais. En fait, c'est un requin normal qui se prend pour un requin à pattes. Ouais, c'est ça. Ça, c'est un truc que Grant Morrison pourrait écrire. Plutôt Alan Moore, non? Ah ouais, bon, dans le sens, ouais, c'est sûr. Enfin bref, ça, on n'en sait pas trop, mais on est saucé, quoi. Bah, alors, on sait qu'il y a un personnage qui s'appelle Wynn. Oui, c'est vrai. A priori, une création originale. Enfin, un nouveau personnage qui va servir un peu de guide à travers cette espèce de grande refondation du panthéon, effectivement, des Aeons, du panthéon Éon. Est-ce que tu penses que c'est un personnage qui a la win, qui veut toujours gagner? T'es trop fort. Pardon. Donc après avoir rencontré Doctor Strange, il va effectivement s'en sortir dans une sorte de croisade personnelle à travers la science et la magie. Comme d'hab, Jonathan Hickman nous dit que il y a des données qu'on n'avait pas encore et qu'il y a un truc qui se passe en dehors de tout ce qu'on avait déjà lu jusqu'ici. Voilà, c'est toujours un petit peu le plan à la Hickman de l'architecte. Voilà, je suis là, moi je vais abattre le mur et vous verrez que derrière le mur il y avait une autre cloison, derrière la cloison il y avait une cave et dans la cave il y avait les secrets. Voilà, c'est toujours tout ce qu'il a fait depuis le début. Ce qu'il explique, c'est que quand il est revenu chez Marvel il y a quelques années, il avait en fait écrit 2 bibles de projets. Donc la première c'était House of X, House of X, Powers of X-10, la grande saga de Krakoa, et qui a duré plus longtemps que prévu, on le sait. Au départ ça devait être une vraie trilogie et finalement devant le succès populaire et l'impression de redevenir un capitaine qui donne des directives, etc., il est resté plus longtemps que prévu là-dessus. Et l'autre c'était Gods. Donc limite, on aurait peut-être dû avoir cette espèce de grande Gods, qui d'ailleurs veut dire Dieu, donc, mais qui est aussi utilisé comme un acronyme, un JODS, dont on ne sait pas encore la signification. Exactement, ouais. Government Orbital Department spécial, je sais pas quoi. Et ce qu'il a dit aussi, c'est que voilà, là, on va en fait réinterroger le principe de l'écriture à la Marvel, comme sur les Avengers d'ailleurs, où il y avait dès le début cette espèce d'idée de la segmentation des réalités, qu'est-ce que ça voulait dire, le multivers, qu'est-ce que ça voulait dire, c'était quoi en fait le principe même du multivers, c'était pas juste un terrain de jeu de hey, si dans une réalité parallèle j'étais plombier, etc. Donc là en fait on va vraiment aller sur un truc super ambitieux. C'est très cool de voir Chitty qui ce nom par contre c'est j'aimerais qu'on prononce Saskitty parce que ce serait peut-être plus Chitty qui en plus un super dessinateur qui a fait des super travaux sur Iron Man, qui fait très mainstream. Et c'est vrai que généralement les artistes de Hickman sont très mainstream, c'est pas un mec qui va aller chercher des artistes ultra conceptuels et tout. Donc on va être sur a priori l'un des très grands événements des prochaines années chez Marvel, une crise probablement, enfin une crise à l'échelle Marvel. Moi ça me fait plaisir. Maintenant ça pose quand même la question de qu'est-ce qu'il va faire avec l'univers Ultimate à côté, parce qu'il a dit que c'était aussi un de ses grands projets ambitieux pour l'année à venir. Je pense pas que les deux soient liés. Enfin, il y a quand même peu de chances que l'univers Ultimate, il y a pas vraiment de concept très ésotérique, hein. C'est je prends de la coke et je tue des gens et je fais des sextapes, tu vois. Donc c'est pas vraiment les mêmes priorités. Mais Hickman qui donc est toujours aussi motivé à travailler chez Marvel, qui a encore des trucs à dire, qui a encore des grands chantiers à réaliser, qui est encore un putain d'architecte comme on aime en comics, parce que les comics c'est aussi ça, cette générosité dans les concepts, cette amplitude. C'est premier degré, hein, c'est-à-dire que quand Jonathan Hickman se rend dans les bureaux de Marvel, il a son casque d'ouvrier, tout ça, et un marteau, il note la porte là, pas terrible, je vais te la refaire. Ouais, il casse les fondations, il rebâtit tout. Non mais arrête, le bureau est tout neuf, tu l'as refait le mois dernier, tu vois. Qu'est-ce que c'est? Bah putain, c'est John avec son tracteur. C'est un peu le Valérie Damido des comics. Son tractopelle, il va tout casser. Donc en tout cas c'est cool, tout ce que fait Hickman est cool. J'avoue, moi je commence à assumer ma passion de fanboy, parce que j'ai vraiment eu du mal avec lui au début, mais en fait plus je rattrape tout ce qu'il fait et plus je suis en mode non, en fait c'est vraiment un mec qui a cette putain de vision et tout. Et d'ailleurs il faut vraiment que je t'emprunte cette chose qui est à côté de moi, parce que Arnaud a le 3W3M Systems de Jonathan Hickman et je suis jaloux. Oui, mais c'est à moi. T'es chiant. Je suis allé jusqu'à New York pour le récupérer. Mais t'aurais pu m'en prendre un. C'est vrai. T'aurais pu m'en prendre un. C'est vrai que j'aurais pu. Voilà, t'aurais pu, ouais. La prochaine fois. T'es content toi du coup? Hein? T'es impatient, t'es content? Je suis très content. Super. Très ambitieux, très Hickmanzouz aussi de toute façon. J'ai toujours pas tout lu non plus, mais tout ce que je dis de lui, j'avoue, j'adhère à sa façon assez clairement. Je sais qu'il y a des gens qui sont allergiques à sa façon d'écrire, à ce côté un peu pompeux, de vouloir tout justement tout faire sous forme de build, de tout cartographier. Moi, j'avoue, c'est un bon gros délire d'écriture que j'apprécie, mais parce que je trouve que c'est bien fait aussi, vraiment. Ouais, mais c'est encore une fois, c'est un truc qui est spécifique aux comics, ça, le côté, le mec qui arrive dans un univers qui est déjà posé, cimenté, etc., et qui dit, mais attends, on peut en fait changer tout depuis le début, et on peut poser des questions vraiment très fondamentales. Si on n'aime pas ça, si on veut juste faire du Spider-Man qui sauve Mary Jane qui tombe d'un toit tous les mois, bah oui, c'est bien aussi, hein, attention, j'adore ça moi aussi, mais on a besoin d'avoir des mecs qui
qui chamboule un peu les choses, sinon le monde est statique, quoi, et on se fait chier à un moment donné. Ouais, sachant que statique en plus c'est chez Milestone, donc ça. Ah oui, donc pas le monde grand-chose est à voir. statique. C'est ce que je te dis. Mais le monde est Stone, ça c'était une autre chanson ici. Allez, Non, Corentin. Attends, pas 2 jeux de mots pourris d'affilée. Ah bah si. Laisse autant aux gens. Je fais ce que je veux. Attends, et on est dans notre podcast, on fait ce qu'on veut. Si vos oreilles saignent, c'est normal, vous inquiétez pas, ça passe avec les années. Jason Aaron n'est plus exclu à Marvel. Eh oui. Ça c'est cool quand même. Alors, aussi. Putain, je suis content. 15 ans d'exclus, tu te rends compte, c'est beaucoup quand même. En tout cas, ça l'empêchait pas de faire des trucs en indé, comme il a fait Southern Bastards, comme il a fait Sea of Stars, mais c'est dire que voilà, c'est exclusivité pour le Work for Hire, c'est-à-dire qu'il pouvait pas aller chez DC. Et il est même pas impossible que ce soit exclusivité, mais t'as le droit à 2 projets Creator Round par an, par exemple. Oui, c'est sûr. Voilà. Donc celle-là, il a dit effectivement, il a dit qu'il allait se concentrer davantage sur la création originale. Et sur d'autres projets. Et voilà, et d'autres projets. Donc évidemment, c'est un mec qui a pas travaillé chez DC. Pas ou peu, hein, mais j'ai pas souvenir. Moi non plus. Ça devait être, c'était avant qu'on commence à lire des comics, le cas échéant. Mais, bah voilà, effectivement, ça se voyait que c'était un peu, enfin, qu'il commençait à mal le vivre, j'ai l'impression. Sur les Avengers, alors je sais que t'aimes beaucoup les Avengers Forever, mais sur les Avengers. Non, j'aimais bien l'arc de préparation où on découvrait toutes les déclinaisons, justement pour former cette équipe des Avengers du multivers. Mais à partir du moment où on rentre vraiment dans le Avengers Assemble, ça redevient nul. Voilà. Quoi. Et à côté de ça, enfin, pour avoir suivi moi précisément ce qu'il a fait en Indé depuis 10 ans, tu voyais très clairement que c'est là qu'il s'amusait. Je trouve que son Punisher est très bien, il y a pas de souci là-dessus, mais ça fait peut-être plus limite création originale. Enfin, tu vois, c'est plus Marvel Knights, plus série d'auteur que un second continuité et tout. Encore une fois, parce que si l'univers n'évolue pas, tu te fais chier. Et les Avengers d'Aaron, quand même, c'était arc numéro 1, arc numéro 2, arc numéro 3, arc numéro 4, gimmick, gadget. Très construction, de toute façon, c'est un arc pour un des personnages, un arc pour un univers en particulier. Étouffant. Enfin, vraiment, tu sentais le mec qui écrivait en algorithme, quoi. C'était vraiment pas terrible. Et moi, avec juste en filigrane la montée en puissance de Mephisto pour aboutir justement au maître du mal du multivers et préparer cet énorme crossover. Mais je veux dire, tu dois te taper 60 numéros pour avoir juste cette intrigue qui, au final, pour l'instant, enfin, de ce que j'en ai lu, fait que juste de la grosse baston, mais pas très intéressante. Mais vraiment, oui, mais même War of the Realms. Surtout que quand t'as lu son Thor avant, tu dis, mais qu'est-ce qui s'est... Mais justement, tu le sens, en fait, justement. War of the Realms, le côté, je pense, s'il avait fait, je sais pas, une série indépendante, ou sur des Vikings, parce qu'après tout, Thor est dans le domaine public, hein, Neil Gaiman fait écrire des séries sur la mythologie nordique, tu vois. Il aurait pas fini par War of the Realms. C'est pas possible de finir sur un truc aussi ventre mou, ou sur un firmament comme ça. Et à mon avis, voilà, il est temps que Aaron retrouve sa liberté, qu'il nous fasse un Sculpt 2.0, qu'il fasse limite plus de The Goddamn, parce qu'il avait dit, il voulait faire le criminal de la Bible, c'est-à-dire une anthologie avec différentes histoires dans un même univers qui était le monde pré-Genèse, enfin de la Genèse plutôt même. Il est temps, il y a plein de trucs à aller interroger, il y a plein de trucs à aller chercher, on a besoin d'avoir un Aaron qui tabasse un peu. Là justement, moi je retrouve mon Aaron sur Punisher parce qu'il y a de la violence, il y a un propos sur la guerre, sur l'humanité bestiale, etc., etc. Et super, franchement, le mec a trop de talent pour être pigé dans un contrat chez Marvel. Et à mon avis, il y a même des trucs qu'il a à dire avec les héros DC aussi. Ouais, ou même sur un livre de super-héros qui c'est à la façon d'un crossover ou d'un Black Hammer, tu vois, qui se ferait en dehors en fait de tout mainstream. Allez, quand on a fini pour les comics, on passe du côté des écrans. Et alors un tout petit truc au départ pour la série télé, pour dire juste que l'adaptation d'American Jesus, enfin ça se concrétise vraiment. On savait qu'on avait un peu suivi les nouvelles du tournage et tout ça, mais ça s'appellera donc The Chosen One pour Netflix, donc adaptation de la trilogie American Jesus de Mark Millar. La trilogie, oui. Mais il y en a 3, quoi. En un sens, mais c'est plutôt le premier volume. Oui, pour l'instant, mais... très mauvais titre, hein, d'ailleurs, Chosen One, parce qu'il y a déjà, en fait, un film qui s'appelle Chosen One, un autre film qui s'appelle Chosen One. C'est une formulation assez banale. Et techniquement, en fait, le nom, c'est plutôt El Elegido, donc le choisi, l'élu en version hispanophone, puisque la série a été développée pour le public hispanophone, avec, comme Narcos, l'idée d'avoir un héros caucasien nord-américain qui parle anglais, pour servir de guide un petit peu pour le public nord-américain, justement. Donc, ça reste l'histoire du petit potentiel, enfin, de ce jeune homme de 12 ans qu'on prend pour la résurrection du Christ. Je ne dirai pas ce qui se passe concrètement par rapport à ça dans la bande dessinée si vous ne l'avez pas lu. Attends, c'est Mark Millar? Oh, tu veux dire qu'en fait, le twist, c'est que c'est l'antéchrist? Mais pourquoi tu spoil comme... Mais je spoil pas, c'est Mark Millar et tu me dis le pitch et Mark Millar, je devine très bien que c'est... Mais t'es un monstre. Mais c'est le seul intérêt de la BD, je ne l'ai pas lu.
Mais t'es un monstre. Je viens de le deviner en direct. Tu savais très bien, on en avait déjà parlé. Non. Arrête. Non, je te jure que non. Mais pourquoi tu fais ça, Arnaud? Mais non. Pourquoi tu fais ça? Mais m'accuse pas de spoiler. Mais non, je scoop pas. C'est pour dire à quel point c'est prévisible. Mais on s'en fout. Les gens vont pas regarder la série maintenant. Putain, t'es chiant. Donc oui, voilà, c'est l'Antéchrist. Je suis capable de deviner le twist d'un truc que je n'ai pas lu juste sur la base de qui l'a écrit. Il y a des gens qui n'ont pas ton pouvoir mental. Mais je sais. On n'a pas lu 40 trucs de Marc Millar. Mais il faut pas avoir fait. Mais j'ai pas lu tout Marc Millar non plus. Il y a des gens qui lisent juste les séries télé, qui regardent juste les séries télé, pardon. Enfin, honte sur vous. Mais non. J'espère que tu te sens mal. Non, je me sens pas mal. Mais je pensais même pas Regardez, que il a honte, là, il a honte. Mais il m'a même pas comment j'aurais pu savoir que j'allais deviner un truc aussi évident. Donc voilà, effectivement, c'est l'histoire, normalement aux États-Unis, et c'est en fait la critique de Marc Millar sur c'était l'époque où il avait encore un petit peu des convictions anti-américaines, sur justement ce côté, la pratique de la religion, la déférence envers le Christ, etc., etc. Et donc le twist c'était effectivement que on n'a rien dit. Mais il y a aussi, tu vois, un truc, c'est que par exemple dans cette bande dessinée, le président des États-Unis c'est Satan. Tu vois, et ça c'est très clairement dit, c'est pas un twist ni rien, mais tu vois, il y avait un côté politique contre les États-Unis. Et le fait de déplacer l'intrigue en Amérique latine, au Mexique précisément, ça pose d'autres questions parce que déjà les États-Unis sont plutôt protestants, ils ont un rapport différent au Christ que les catholiques. L'Amérique latine à l'inverse est beaucoup plus catholique et beaucoup plus religieuse aussi a priori. C'est des pays où tu sais les évangélistes, enfin les curés de province sont beaucoup plus importants dans la communauté, beaucoup plus sonores aussi, tu vois, c'est pas les petits notables des petites villes comme sont les pasteurs. Donc voilà, moi je me pose la question de est-ce qu'on va pas paumer en fait ce côté un peu contestataire en allant en fait dans un pays où la foi a un rapport très différent et où pareil l'idée du président Satan a un rapport très différent parce que le Mexique c'est gangréné par la corruption, c'est les cartels qui dirigent la moitié du pays, etc. Enfin bref, et c'est pas un stéréotype raciste de ma part, hein, c'est documenté, il y a vraiment des trucs assez affreux qui se passent par rapport à la corruption au Mexique. Donc faudra voir comment c'est fait, faudra voir comment ça rend, comment est-ce que lui a bossé son script pour faire cette inversion. Je trouve ça se trouve d'ailleurs en plus le script ne suivra pas le twist voilà, des comics, parce que je veux dire dans les tomes suivants d'American Vampire, on se détourne vraiment de ce qui a été dit à la fin du premier. American Jesus, t'as dit American Vampire. American Jesus, pardon, mais c'est tellement original comme nom, c'est aussi American Jesus. On se détourne vraiment de ce qui a été dit à la fin du premier. C'est une autre héroïne avec un autre concept, etc. C'est plus moderne, c'est presque plus anti-Trump, on va dire, dans un sens. Donc à voir évidemment ce qui en est fait. Moi j'admets que je comprends pas en fait, c'est pas une super BD American Jesus, c'est un truc qui est vieux maintenant, hein, parce que la série The Chosen qui a un petit été renommée American Jesus pour l'édition TPB, c'est 2004, donc ça fait quasiment 20 ans. Millar a écrit mieux depuis ou plus facilement vendable depuis. Là t'en as ouais. Ah, vas-y continue. Et même tu vois il y a toute une sorte d'école de fiction qui parle du Christ, c'est un peu poussiéreux aujourd'hui, genre Dogma ou même Belzebub, tu vois, enfin un truc comme ça avec le côté antéchristique, genre là, quand récemment Jay Lee est revenu pour faire Seven Sons. Ouais, qui arrive chez Hugin Emmanuel d'ailleurs. Et c'est nul, cette BD-là, ah ouais justement. C'est Da Vinci Code sans les quelques qualités du Da Vinci Code, c'est-à-dire le jeu de Tom Hanks. C'est Da Vinci Code en raté. Mais c'est joli au moins? Bah, après, Jay Lee, tu peux pas dire juste que c'est joli. Tu peux dire ça va vous plaire ou pas, mais si vous avez un rapport particulier au visage de Jay Lee, là, tous les mecs ont des yeux de chevaux exorbités. Honnêtement, j'ai vraiment détesté cette lecture. On pourra en parler quand ça sortira en VF. Donc voilà, ça pour dire que c'est un peu poussiéreux comme concept, et en plus, même sur Netflix, j'ai pas l'impression que ce soit un truc qui... Parce que c'est vrai que les fictions hispanophones, quand même comme Narcos ou La Casa del Papel, fonctionnent. Ça marche, pas de souci là-dessus. Mais là, ce concept-là, pourquoi aller chercher un mec qui a fait des comics, donc qui est plus identifié super-héros, fantastique, surnaturel, science-fiction, pour une histoire qui est très ancrée dans le réel, alors elle coûte moins cher, j'imagine. À mon sens, c'est une mauvaise idée, en fait. C'est une mauvaise idée dans la bibliographie de Marc Millar. J'aurais préféré une série Space Bandits ou même Sharky. Le personnage de Sharky aurait pu avoir un intérêt à être fait au cinéma parce qu'il y a ce côté Burt Reynolds, de l'espace et tout. Mais c'est plus cher. Hein, ça demande, voilà, ça demande un autre moyen. Mais bon, bref, en tout cas, voilà une série de Millar qui va se faire. Ce qui est déjà pas mal. Moi, j'attends plus Nemesis ou le film Starlight de Joe Cornish, s'il se fait un jour. Même Reborn de Chris McKay, parce que j'aime bien Chris McKay. Bon, bref, on verra. Reborn, c'était pas ouf, tu vois. Non, la BD était pourrie. Mais Chris McKay a fait Lego Batman, donc il a toute ma confiance. Et qu'est-ce que t'en as pensé de The Ambassadors numéro 1? Bah, c'est pas mal, mais je suis un peu... On fait une parenthèse, mais parce qu'on a eu la chance d'être intégré un petit peu, on va dire, au programme le site Comics Blog. Oui, le site Comics Blog a été un peu intégré au programme de communication de Millar World, puisqu'ils nous ont contactés.
pour qu'on soit justement les ambassadeurs du titre The Ambassadors, en hébergeant la version numérique du premier numéro en français qui arrivera donc par la suite chez Panini Comics. Donc c'est Mark Millar et Frank Quitely, donc la Dream Team de Jupiter's Legacy, premier du nom, et qui nous vante donc ce concept un peu algorithmé dont nous parlait Corentin quand le projet avait été annoncé, en fait, du fait qu'il y a eu des programmes de recherche pour développer vraiment des super-héros au cours de l'histoire, que là, une super-héroïne coréenne se dévoile au monde et dit, en fait, je vais donner des super-pouvoirs parce qu'on sait comment le faire maintenant à 6 personnes d'entre vous donc il y aura une sorte de grand concours, on va dire, là-dedans. Et donc c'était juste le numéro d'introduction pour exposer le concept. C'est Frank White le dessin, donc c'est magnifique, et il y a sa narration visuelle, son découpage silencieux façon de Jupiter's Legacy, qui fait que moi j'ai trouvé ça très 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 cool. Je veux juste faire une parenthèse là-dessus pour savoir si t'avais bien aimé. Oui, oh là là. Après, c'est cool, mais Quitely ne fera qu'un seul numéro. Oui, mais après, il y aura Quapel, il y aura machin. Ils seront tous des artistes exceptionnels, effectivement. C'est toujours le talent de Millar de récupérer les meilleurs dessinateurs. Le fait d'avoir Quitely, quand même, et c'est là, quand même, j'avais vu un tweet qui disait, il y a tellement peu de BD de Quitely en ce monde, et tellement d'entre elles sont écrites par Mark Millar. Ouais. Ce qui est à la fois une très belle et une très mauvaise chose, parce que effectivement c'est super d'avoir une amitié comme ça, et ça a donné les meilleurs travaux de Millar en vérité, Authority et Jupiter's Legacy, mais paradoxalement t'as envie aussi de voir Quitely plus souvent, et tu t'aperçois qu'en fait il est vraiment très rare cet enfoiré. Et là voilà, il arrive et tu te dis putain, voilà, c'est le seul vrai fils légitime de Geoff Darrow. Il est ultra puissant, et c'est tellement juste ces dessins en contour tellement lisses avec très peu de détails sur les costumes et tout, enfin c'est merveilleux, c'est revoltant. T'as vu la scène du gars, tu sais, qui a des pouvoirs, apparemment il dit quelque chose et les choses se réalisent. Ouais. Elle est ouf. T'as ce découpage, ces 4 cases là, elles sont monstrueuses, quoi. Mais après voilà, d'ailleurs moi je trouve ça cool de la part, probablement qu'il nous lit pas en français, hein, mais je trouve ça cool de la part de Millar de venir nous chercher, alors qu'on est quand même fan dans un sens, mais on est assez critique de ce qu'il fait. Donc voilà, mais merci à Mark Millar. De toute façon, il y a deux choses pour moi. J'ai 2 explications très rationnelles. C'est d'une part, quand même, vu qu'on le taxe souvent quand on parle des articles, et moi j'avais déjà échangé avec lui via réseaux sociaux interposés, donc peut-être qu'il avait identifié Comicsblog. Sinon, en fait, il y a une option aussi beaucoup plus rationnelle, c'est vu que la VF est faite par Panini et que Panini nous connaissent très bien, juste qu'ils ont dû dire pour la France, je pense que ce média-là. Parce qu'il a posé la question sur Twitter, quels sont les meilleurs sites de comics pour l'Espagne et l'Italie. Donc là il avait pas de réponse, donc pour nous il avait la réponse directe, ce qui est flatteur, j'ai envie de dire. Maintenant tu imagines bien que la question que j'ai envie de te poser, Arnaud, c'est à quand une interview de Mark Millar? J'ai demandé en leur répondant, j'ai demandé en fait est-ce qu'il est dispo pour une interview. J'ai pas eu de réponse. N'hésite pas à insister. Non, je vais insister, t'inquiète pas, ça. Et promis, je me tiendrai bien. Tout finit par arriver, regarde. Je parlerai que des séries que j'aime bien, tu vois, voilà, comme ça. Mais donc voilà, Mark Millar revient, Ambassadors, effectivement, qui aura une partie en France, et qui ne sera pas dessinée par Quapel, ce qui est assez étonnant. Il y aura un dessinateur français et des personnages français. Alors que pourtant Quapel dessine dessus, mais bon. Ouais, c'est rigolo. Donc voilà, probablement c'est pour ça qu'il a fait cette espèce de campagne un peu internationale dans les différents territoires. Oui, pour jouer sur le concept même d'ambassadeur, en fait, au sens propre du terme. Donc on verra bien, mais le petit concept Willy Wonka / Speed Game, c'est sympa. Ouais. Allez Corentin, on continue sur la partie télé, pardon. On a un trailer de Secret Invasion. Qui arrivera bien en juin 2023 sur Disney+. Ouais. Donc on aura quand même un gros battement de 6 mois en fait depuis le dernier contenu Disney+ Marvel. Mais je pense qu'il va falloir s'habituer à ça. Hein. Oui. Par contre, c'est dit que maintenant, avec la refonte faite par Iger et la façon de repenser, ils passaient d'un modèle de 4 films et 4 séries à en fait seulement 3 films et 2 séries, ce qui fait déjà pas mal de contenu, mais moi je suis très content parce que même par rapport juste au podcast, ça fait moins de podcasts on screen par an à faire. Par rapport au nombre de séries ou de films qu'on a en retard. Ouais, et par rapport au nombre de trucs à regarder, voilà. Moi je suis content qu'en plus, vu qu'il y a d'autres trucs, parce qu'il y a Moon Girl de Ville Dinosaur qui arrive bientôt en France aussi, et moi j'ai envie qu'on en parle même si ce sera pas tout de suite disponible sur Disney+, mais ce sera même là, moi j'ai pas encore vu Les 3 Mousquetaires, Bonne Conduite. Bonne Conduite, ça a l'air incroyable. Voilà, j'ai vu une partie parce qu'on l'a projeté à mon Cinoche. Mais j'ai vu que le début qui avait l'air super bien, et juste l'accent marseillais de Grégoire Ludig, moi, apparemment il fait le flic des Mastellucci, je sais pas qui l'a des inconnus là, ouais. Mais donc oui, voilà, il y a quand même beaucoup de trucs qui sortent en dehors des franchises, et c'est agréable d'avoir une petite respiration. Maintenant, concernant la série, alors tu parlais de Andor tout à l'heure, et j'ai l'impression peut-être que le fait de quitter justement la périphérie des super-héros conventionnels, comme le fait de quitter un peu les Skywalker pour la série Andor, va peut-être aider à trouver une formule qui soit plus honnête dans le genre. Et là, c'est clairement le genre de l'espionnage. Affiché, vous retrouvez tous les codes,
les réunions de mecs qui pèsent super lourd dans des petites chambres où ils se disent t'es pas là depuis longtemps, machin et tout. L'attentat dans un pays qui ressemble beaucoup à la Russie, les mecs qui passent dans des corridors vides avec une lampe torche à la main et un flingue dans l'autre, tu vois. Enfin, c'est vraiment tous les codes que tu connais. Le trailer, je trouvais plutôt dans la retenue, pas la moindre vanne. Ça, c'est quand même plutôt cool. C'est vrai. Après, je trouvais juste, enfin, pas dans la vanne, mais par contre, dans l'explication, si tu veux, dans le fait que le studio s'auto-justifie aussi, que ce sera pas du tout un truc aussi épique que les comics Secret Invasion. Oui. C'est quand il fait, mais pourquoi vous appelez pas les Avengers? Parce que ça, c'est une guerre que je dois mener seul. Je trouve que c'est quand même le studio qui explique quand même aux spectateurs, vous attendez pas, je veux dire, on n'a pas eu le budget. Pas faire du budget, 25 millions par épisode à chaque fois. Non, mais même, on n'a pas eu le budget pour recruter tous les grands acteurs. Donc voilà, ça va être un peu compliqué. Il y aura quand même un caméo, je pense, d'Anthony Mackie ou un truc comme ça. Il passera à la télé avec son costume de Captain America. Enfin, oui, bah on voit déjà qu'il y a James Rhodes, qu'il y a Martin Freeman. Pas cher, James Rhodes. Oui, mais Martin Freeman, tu vois. Martin Freeman, c'est cool. En plus, la petite scène où il est avec son petit bonnet dans la ruelle, là, t'es en mode genre, ouais, pourquoi pas. Enfin, après Black Panther Wakanda Forever, moi, j'ai besoin qu'on me rappelle qu'en fait, on peut être un peu sérieux avec les politiciens et les agents de gouvernement dans les studios. Mais donc oui, en fait, ça. Bah, tu sais, apparemment, c'était assez sérieux pour que le ministre des armées soit en colère après Black Panther Wakanda Forever. Enfin, je vais vraiment me faire un procès parce que maintenant on fait des procès quand on dit que les ministres et les présidents sont des gros cons, mais seulement sur Facebook. Seulement sur Facebook, ouais, en ce cas-là, ça va. Gros con. Le corps nu, gros con. Donc, j'ai pas envie de dire que ça va être le Andor de Marvel Studios parce que je pense pas. Je vois pas pourquoi il y aurait un sursaut qualitatif d'un seul coup chez Marvel. Il y a pas eu de raison particulière. Mais en même temps, le côté, tu vois, Nick Fury qui te dit j'ai besoin de mener cette guerre seule. Quelque part, tu vois, comme on avait dit au podcast Quantumania, il y a plus vraiment de daron en fait chez Marvel Studios actuellement. Parce que déjà Thor, il a pas du tout la prestance pour être un daron. Ça reste un clown et un enfant de 3000 ans. Enfin, un enfant dans un corps de dieu de 3000 ans. Tony Stark n'est plus là, Cap n'est plus là, les héritiers de Cap commencent à devenir un peu les darons, mais en même temps, la série où ils sont apparus était très mauvaise. Enfin, était mauvaise, pardon. Je sais pas, très mauvaise, pas exagéré non plus. Donc, quelque part, le plus vieux personnage encore en actualité dans l'univers Marvel, c'est Nick Fury. Et en plus, c'est Sam Jackson, et il a ce côté, il est très âgé maintenant. Il s'est accroché à ce rôle pendant 15 ans. Il revient, et tu vois, par exemple, quand il sort de son bunker et qu'il remet son col de manteau, tu vois. Je me dis, ouais, ils vont essayer de l'iconiser un peu, c'est pas mal. Oui, mais ça fait aussi la dernière guerre, donc tu doutes qu'il va prendre ça. C'est aussi sa façon de prendre sa retraite ou de mourir. On a beaucoup dit ça pour les trucs de Marvel, quand même. Hein. Ouais, mais en même temps. Moi, je m'attendais à ce que Thor, il y passe dans le 4e, et pas du tout. Enfin, je sais pas, on verra bien. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que, au niveau esthétique, au niveau du rythme, tu sens qu'ils ont été prendre les référents à la fois les plus évidents, mais pourquoi pas, je veux dire, aussi les plus qualitatifs. On voit un peu de la mémoire dans la peau, on voit pas The Americans, bizarrement, je m'attendais à ce que ce soit l'inspiration après la série Meet the Skrulls chez Marvel. Qui était vachement sympa. Hein. Puis le casting, quand même, je veux dire, Ben Mendelsohn, Martin Freeman, Olivia Colman, Samuel L. Jackson, c'est pas des petits comédiennes. Emilia Clarke non plus. Hein. Emilia Clarke non plus, effectivement. Ce sera agréable de la revoir justement dans une prod plus sympa. On ce serait bien qu'elle ait un rôle cool, en fait. Ouais, c'est ça. La pauvre. Donc moi, en fait, voilà, je partais pas gagnant parce que justement, j'aime beaucoup le crossover Secret Invasion, qui est l'un en fait l'une des pierres angulaires des années 2000 chez Marvel. Et évidemment, on va y perdre au change au niveau ampleur, au niveau importance, au niveau efficacité. Je me demande même s'ils vont nous sortir la carte des machins. C'était un Skrull depuis le début pour des personnages vraiment importants. À mon avis, non. Mais ouais, enfin, honnêtement, j'ai vu le trailer, j'étais content. Tu vois, ce qui m'arrive de moins en moins souvent chez Marvel. Donc, c'est vrai que là, tu vois, pareil, pas beaucoup de fond vert en fait. Tu sens que c'est tourné dans des décors avec de la lumière du jour et des murs derrière et pas des fonds verts. Donc déjà ça, je sais pas, ça me fait du bien, tu vois. Enfin, après avoir étouffé dans le monde virtuel de Quantumania, je me dis, il y a un peu de réalité qui revient, pourquoi pas, tu vois. Ouais. Voilà. Très bien. C'est mon avis, Arnaud. Et toi? Bah, je te le disais un peu avant qu'on enregistre, je me suis pas emballé. Maintenant que t'en parles comme ça, c'est vrai que le côté plus sérieux, moins van, effectivement, c'est un point en plus pour elle, puisque effectivement, c'est ce qui manque en fait, d'avoir quelque chose. C'est pas qu'il faut que ce soit sérieux ou sombre, faut juste que ce soit pas désamorcé continuellement par des vannes. Donc c'est vrai que du moins le fait que le trailer là décide de jouer la carte du peut-être qu'on va faire un peu moins de vannes, le côté très terre à terre aussi sur la scène d'attentat qu'on voit visiblement au début, fait que je me dis que ça peut être sympa. Mais je t'avoue, c'est ce que je te disais, je suis pas plus saucé que ça parce que sans être blasé, parce que je ne suis pas blasé, sans être blasé de ce que nous fait Marvel Studios, échaudé. Il y a quand même c'est juste qu'il y a quand même une tendance maintenant où
dorénavant, je suis plus sur la méfiance en fait, enfin sur le côté plus, je suis pas certain de m'attendre à quelque chose de bien plutôt que d'avoir des envies ou des attentes. De toute façon, là, c'est clairement, on est dans une semaine à l'heure où on enregistre ce podcast, hein, à l'heure où vous nous écoutez. Peut-être que quand vous nous écoutez, le trailer de Blue Beetle sera déjà tombé, mais là, on est dans une période de jours début avril. On va avoir plein de trailers aussi qui arrivent, donc à voir en fait qu'est-ce qui s'annonce le plus intéressant. Je suis content de me dire que ça arrive qu'en juin aussi, comme ça permet de faire d'autres trucs pendant le printemps. Corentin, autre très bonne nouvelle du côté de la télévision, c'est le casting de Scott Pilgrim qui revient en entièreté pour faire la version animée pour Netflix. Absolument, ouais. Donc c'est toutes les gueules, toutes les voix en fait des personnages qui avaient été pris dans le film de Edgar Wright, Scott Pilgrim versus surtout avec des gens qui à l'époque n'étaient pas encore les superstars qu'elles sont aujourd'hui, comme Brie Larson, Chris Evans. Tout à fait, c'est vrai que c'est un film qui a quand même lancé des carrières, hein. Même Brandon Routh, mon gars, rappelle-toi. Oui, c'est vrai, il était le bassiste vegan au pouvoir vegan. C'était incroyable quand la police vegan débarque, et c'est d'ailleurs Thomas Jane, le Punisher, qui arrête Brandon Routh, Ant-Man et Superman. Enfin Ant-Man, que je raconte. Atom et Superman. Donc ouais, une très bonne nouvelle, un très bon casting. Effectivement, ça promet de très belles choses. Alors Brian Lee O'Malley a confirmé entre-temps qu'il y aurait pas le même effort sur la bande son au niveau mashup de groupe de rock et tout, mais que ce serait vraiment une bande son justement par deux artistes. Et malheureusement, j'ai pas noté leur nom. Il faudrait que je fasse une brève là-dessus. Mais ouais, voilà. Donc Chris Evans, Brie Larson, Chris Evans qui jouera l'acteur Lucas Lee, parce que voilà, pareil aussi, est-ce que ce gimmick à la Stan Lee, que tous les personnages ont des machins, des noms comme ça, comme Wallace Wells aussi. Donc Kieran Culkin, pareil, qui depuis est devenu une rockstar grâce à Succession, où il joue l'un des fils. Toujours pas vu Succession. Bah voilà, tiens, tu vois, pour profiter de moins de séries Marvel pour regarder Succession. Succession, mais c'est sur Apple, non? Non, c'est sur OCS, c'est sur OCS du coup. Pass Warner. Pass Warner, ouais. Ouais. Ou sinon d'autres options. Je te fais une clé USB si tu veux. Mary-Elizabeth Winstead, évidemment, en Ramona Flowers. Oui, bien sûr, elle était là. De la vie. Anna Kendrick, qui joue la frangine de Scott. Alison Peel, effectivement, Kim Pine, qui jouait la batteuse du groupe Sex Bomb. Aubrey Plaza, qui a aussi pris un star power depuis. Julie, c'est l'ex de Scott, je crois. En fait, le casting de ce film est ouf, en vrai. Mais franchement, quand tu le vois maintenant, c'est tellement de gens talentueux et qui ont fait des trucs tellement stylés. Et là, donc, c'est Sion Saru à la prod, qui, donc, le studio de Masaaki Yuasa, qui donc a fait Devilman Crybaby et beaucoup de super dessins animés. Et Inuho aussi, qui était sorti il y a quelques mois, qui était tellement bizarre et tellement jouissif à la fois, clairement, quand il va sans a priori, sans avoir vu de bande-annonce, et tu te laisses juste prendre un peu au spectacle, c'était tellement chelou. Et à mon sens, cool. Là, cette série signifie en fait simplement que le film devait raccourcir la bande dessinée de Scott de Brian Lee O'Malley parce que on n'a pas la place de faire 6 tomes en un film, et en plus la fin était très différente. Là, je pense que ça va être case par case. Ça va être la série case par case Scott Pilgrim avec tous les acteurs du film, et c'est en fait la revanche du format 2 dimensions. Et on aura juste des bastons beaucoup mieux chorégraphiés, enfin, en animation. Plus mieux animé, ouais. Et on va avoir toute la histoire du début à la fin. Il y aura, à mon avis, pas d'extension, en fait. Enfin, je pense même pas qu'il va rajouter des scènes ou quoi, parce que la BD est parfaite, le film était génial. Il suffit juste de faire le mélange des deux. Ouais, c'est ça. Voilà. Clairement. Et donc, rappelle que ça existe en 3 tomes intégral chez iComics pour la VF. Si vous êtes toujours pas tombé amoureux de Scott Pilgrim, il y a grande chance que vous le soyez. Et on espère que le dessin animé sera aussi réussi que la précédente adaptation, sinon mieux. Du côté du cinéma, Corentin, Joe Quesada qui signe avec Amazon Studios pour développer des adaptations de comics. Gros coup de filet là aussi pour Prime, qui s'entoure d'une personnalité importante, hein, parce que c'était un des anciens rédacteurs en chef de chez Marvel, fondateur du label Marvel Knights et de Max chez Marvel, et aussi le lanceur de l'univers Ultimate. Donc on lui doit quand même des initiatives éditoriales très intéressantes. On sait pas sur quoi il va être occupé. Ah, c'est ça, ouais. On sait que, c'est dit que c'est des propriétés de comics soit existantes, soit qui vont arriver. À voir si, par exemple, ils lui ont demandé de venir aussi chapeauter, le pan des Spider séries de Sony. Je ne sais pas du tout. C'est une hypothèse qui pourrait être intéressante. Je me suis posé la question, mais ça, c'est pas Lord et Miller qui supervise? Bah ouais, mais je veux dire, ça empêche pas de dire à Quesada de venir se rajouter, hein. Bien sûr. Mais qu'est-ce qu'il faisait récemment, Joe Q, en fait? Joe Q, il avait quitté Marvel, l'année dernière. On sait qu'il a un dernier projet de comics chez Marvel, dont on n'a pas de nouvelles plus que ça, sinon qu'il le dessine à son temps. Il a commencé à faire des covers pour DC,
notamment sur la série Batman. Et voilà. Et justement, à l'époque où il s'était barré, c'était sous-entendu que peut-être qu'il allait faire de la mise en scène. Ça, on n'a pas trop de nouvelles dessus. Et puis, maintenant, il devient, écoute, producteur, consultant, je sais pas quoi, pour Amazon Studios. C'est une belle nouvelle pour lui. Après, il faudra voir comment ça rend. Pour ceux qui n'ont pas connu les années 2000 en comics chez Marvel, Joe Quesada, c'est le capitaine, hein, simplement. Ouais. C'est le mec qui a dirigé Marvel pendant ce qui est considéré par beaucoup comme la meilleure décennie. Comme dit, quand tu listes Marvel Knights, Max et l'Ultimate, c'est des belles lignes sur le CV. Ouais, les événements. VM, Civil War, Secret Invasion, c'était lui qui était à la manœuvre à chaque fois. Et après, les années 2010, c'est aussi, c'est Alonso qui reprend, et c'est la période de Hawkeye, c'est la période Spider-Woman, c'est la période de plein de trucs qui étaient vraiment merveilleux aussi. Mais c'est vrai qu'il a laissé une empreinte, ils sont Daredevil qui était incroyable, avec David Mack aussi qui était donc ouais, c'est un immense nom des comics Marvel. Le problème, c'est que sur la licence Marvel, effectivement, à part s'il travaille sur les séries Sony, je sais pas trop qu'est-ce qu'il va faire. J'ai du mal j'ai pas trop connaissance de est-ce qu'il a des productions, est-ce qu'il a un portfolio d'acteurs, de réalisateurs j'imagine, c'est juste qu'il a, de toute façon, il a une expérience dans le monde des comics, ce qui fait que c'est. Et puis de la gestion d'univers, quoi. Oui, et c'est pas du tout déconnant, du coup, d'aller lui demander de chapeauter des adaptations de bande dessinée. Hein. Donc, voilà, carrément. Plutôt trop cool. Du côté de Marvel Studios, première nouvelle déjà, c'est qu'il y a une sorte de valse un petit peu de scénaristes qui sont embauchés ou qui sont rapatriés pour écrire, pour s'ajouter sur plusieurs films, notamment Zeb Wells qui se rajoute donc à l'écriture du film Deadpool 3. Donc Zeb Wells qui est en fait un scénariste qui écrit des comics chez Marvel, mais qui a aussi écrit sur la série She-Hulk, qu'on a déjà demandé aussi de venir sur le film The Marvels, et à qui on a confié la série d'animation Marvel Zombies. Donc j'imagine que il se rajoute en fait aux deux scénaristes des deux précédents opus pour un peu avoir, on va dire, quelqu'un qui connaît le MCU et qui permettra de gérer en fait l'intégration de l'univers Deadpool au MCU. Mais on a aussi en fait des scénaristes qui se sont rajoutés récemment sur d'autres projets à venir. Donc Fantastic Four notamment, Josh Friedman 2, Josh Friedman qui a fait Avatar 2, qui a été engagé pour le scénario. Et il y avait j'avais fait une autre actualité aussi sur quelqu'un qui Thunderbolts. Ouais, sur Thunderbolts, voilà, où là il réécrit carrément. En fait, c'est Jack Schreier qui retrouve son scénariste showrunner sur la série Beef, qui arrive bientôt sur Netflix. En fait, qui doit réécrire en fait apparemment le script qui avait été fait pour Thunderbolts. Et en fait, le truc, ce qui est marrant, c'est qu'on voit ces embauches successives de réalisateurs dans un laps de temps très court. Et après, en fait, ce qu'on peut appeler la dégringolade de Marvel Studios, toute proportion gardée, mais avec quand même l'échec du film au box-office, le fait que Victoria Alonso soit renvoyée. Comme dit, on y reviendra plus tard quand on aura plus de données là-dessus. Mais tu as l'impression que peut-être qu'il y a une prise de conscience de en fait, faut qu'on arrête un peu le modèle, que justement Bob Iger il est revenu un peu remettre les points sur les i au sein du fonctionnement du studio, et que le fait que tout le monde soit engagé pour un peu réécrire ou se rajouter sur les scripts en cours fait que peut-être qu'ils se disent on doit se reprendre. Est-ce que c'est comme ça que tu lis? Parce que même s'il faut, voilà, c'est pas franchement. Ah ouais. Je sais pas en fait, si tu veux. Bon, au cas par cas, Josh Friedman qui prend l'écriture sur Fantastic Four. Fantastic Four, effectivement. Ça me paraît pas en fait être autre chose que simplement un processus naturel de scénario confié à un artiste, un auteur qui justement a les épaules pour porter un projet pareil, parce que Fantastic Four, c'est pas un petit film chez Marvel Studios, c'est le début de la fin, entre guillemets, de la trilogie qui va finir par accoucher de la phase 6, par terminer la phase 6. C'est l'équipe la plus importante dans les héros qui sont là en visu, parce que Wonder Man, c'est pas une vedette, même She-Hulk, c'est pas une vedette, Miss Marvel non plus, etc. Enfin, dans les grands personnages fondateurs de Marvel, il reste vraiment que les Fantastic Four qu'ils ont pas encore fait. Et de fait, vu que c'est la première famille, vu que c'est là que commence l'univers Marvel, vu que c'est là que tout part, en fait, c'était important de faire un grand film avec ça. Et c'est pour ça que pour moi, ils ont pris Matt Shakman, qui est un très bon metteur en scène à la commande, parce qu'il fallait à la fois que ce soit un produit qui soit très dirigé, mais qui soit aussi dirigé par des gens qui savent travailler intelligemment, en commun, etc. Friedman, donc, il a fait effectivement le scénario de Avatar 2. Il a aussi écrit La Guerre des Mondes de Steven Spielberg. Il a co-créé la série Terminator The Sarah Connor Chronicles.
Il avait Moins créé bien. la série, du coup, c'est un pote de Cameron. Oui, on peut pas être parfait partout. Et il avait commencé à créer la série Snowpiercer avec de TNT, Ouais. jusqu'à ce que ça parte en snarde et qu'il se barre pour différents créatifs. A priori, il aurait probablement voulu faire un film un truc plus ambitieux et plus proche du film de Bong Joon que ce qui a été fait au final. Donc c'est un scénariste en fait de blockbuster qui travaille avec des grands metteurs en scène. Et déjà ça veut dire pour moi que simplement ils se sont dit il faut qu'on mette plus d'ambition sur ce projet-là, parce que les deux mecs qui étaient engagés juste avant, c'était des tout petits noms qui faisaient quasiment que de la comédie, qui ont pas encore des grands films à leur ceinture, tu vois. Donc pour moi ça me paraît juste être un step-up, tu vois. Ils ont fait un premier un peu comme Deadpool 3, tu vois, où vous avez pris les deux scénaristes de Bob's Burger et après ils ont pris les scénaristes de Deadpool pour travailler sur la première version. Parce que c'est que souvent comme ça à Hollywood, en fait. Il y a un premier script qui est écrit, un draft, et après un grand scénariste qui refait le truc dans l'ordre, qui ajoute de la force ici, là ou là, puis après il passe en troisième lecture, etc., etc. Thunderbolts, donc le scénariste c'est Lee Sung-jin. Là en l'occurrence c'est plutôt une bonne nouvelle, et je sais pas exactement à quoi c'est dû. Peut-être que justement c'est pour rajouter de la vanne, parce que c'est un scénariste beaucoup de comédie, qui a fait donc du Lil Dicky, super série FX sur le rappeur Lil Dicky. Que je vous conseille de regarder, c'est un peu le Atlanta des Babtou, qui a fait du Tuca et Bertie, qui a fait du Silicon Valley, qui a fait surtout des épisodes de It's Always Sunny in Philadelphia, une sitcom extraordinaire sur laquelle Matt Shakman a beaucoup travaillé aussi d'ailleurs. Là peut-être effectivement qu'il y a simplement eu un step de se dire ça manque de vannes, tu vois, parce que peut-être que le film était un peu trop ou alors c'est Schreier qui s'est dit il faut que je m'approprie le script, donc je fais revenir mon pote, on travaillera tous les deux en intelligence. Ouais. Et le troisième exemple, c'était quoi? Zeb Wells. Zeb Wells, en vrai, je sais pas quoi en faire. Parce que si on considère ce qu'a fait Jeff Loveness, auteur de comics, sur Quantumania comme un truc à ne pas refaire, c'est bizarre de ramener un auteur de comics pour... Il était sur She-Hulk. Il était sur She-Hulk. Ouais. Il était sur She-Hulk. Mais Zeb Wells, moi, j'ai aucune confiance en lui. Hein. C'est vraiment, je vois pas ce qu'il vient faire là. En plus, il y a déjà eu beaucoup de scénaristes sur Deadpool 3. À mon avis, c'est plus le côté comme là. Par contre, je pense que tu as raison, c'est le côté il faut qu'on étalonne les sorties pour qu'il y ait pas en fait de trop de dépenses chaque année, et donc on a plus de temps pour travailler les scripts. C'est ce qu'avait dit Taika Waititi. Ça s'est pas vérifié comme une bonne expérience, mais il avait dit grâce au Covid, on a pu mettre la prod, enfin le début de tournage de Thor 4 en gestation plus lente, et donc il a pu travailler davantage les scripts. C'est ce qu'avait dit aussi James Gunn d'ailleurs pour Peacemaker. En fait, il avait dit qu'en retravaillant sur le montage de Suicide Squad, il avait eu plein d'idées pour Peacemaker qui sont venues et qui ont accouché ensuite de la série. Donc quand les auteurs ont plus de temps, ils ont davantage de place pour réfléchir à ce qu'on peut améliorer, changer, etc. Et ça, je pense que c'est ce qui amorce l'avenue de nouvelles plumes, parce que comme on a plus de temps, ou comme on a justement pas le process ultra industriel de on fait le film en un an avec écriture, tournage, montage, sortie, peut-être qu'effectivement ça leur laisse les coups des franches pour travailler un peu plus la matière originelle qu'est le script. Donc ça, on verra bien. Moi, dans l'ensemble, à part Zeb Wells, je trouve que c'est des bonnes nouvelles. Et je suis pas l'ennemi de Zeb Wells, c'est juste que pour moi, c'est pas un scénariste de comics particulièrement brillant. C'est pas lui qui est sur la nouvelle série Thunderbolts d'ailleurs? Non, lui, il fait Amazing Spider-Man, là. Non, mais tu sais, la dernière série avec Hawkeye en chef d'équipe, où il se charge un petit peu de nettoyer les saloperies qui ont été faites après Devil's Reign avec Mayor Fisk et tout. Je t'avoue que ça me dit rien. D'accord, bon, c'est pas grave ici. Mais du coup, ouais, du changement, moi, dans l'ensemble, je te dis, j'ai plus confiance en Josh Friedman pour justement faire un produit de commande un peu quali. James Abb, tu confonds. Oui, pardon, c'est le Z et les deux prénoms, non, une syllabe. Donc voilà, c'est mon analyse. Très bien. Et dernière analyse à faire, c'est le cas Jonathan Majors qui secoue là aussi un studio qui a déjà pas mal de difficultés ailleurs, mais donc une affaire qui va peut-être avoir des répercussions ou pas, on sait pas. En tout cas, Jonathan Majors qui a été arrêté pour avoir a priori agressé physiquement et mentalement une compagne, une fille qui a été envoyée à l'hôpital a priori avec des marques de strangulation notamment sur le cou, donc des trucs pas très cool. Donc ça en soi faut que ce soit réglé parce qu'il y a des accusations formelles qui ont été faites. Enquête de police. Une enquête de police et il est vraiment accusé. Et ce que tu rapportais plus une dizaine de jours après, c'est que maintenant ce qui se discute c'est qu'est-ce que le studio fait. Est-ce qu'il attend que effectivement il y ait une affaire qui soit que ça aille au pénal en fait, que ce soit jugé ou pas, ou est-ce que
il songerait déjà en fait à anticiper que quelle que soit la situation, de toute façon là ils sont dans un cas où en termes de communication publique, en termes de relations presse, tout ça, ça va être relou jusqu'à ce que le verdict tombe. Et est-ce qu'ils vont se prémunir en fait d'avoir un cas un peu à la Ezra Miller ou à la Johnny Depp et profiter du fait que la phase 5 soit à peine lancée et d'avoir en fait tout un tas d'outils scénaristiques / multivers / variants pour en fait mettre Jonathan Majors de côté, sachant que c'est quand même super compliqué pour eux parce que c'était censé être leur gros superstar et que lui-même en tant que star d'Hollywood, c'était une vedette qui était en train de grimper avec Kang peut-être pas, mais avec Creed 3, et que là en fait à cause de ça, ça risque de ternir, on va dire, sa carrière. Ce qui est pas ma préoccupation en tant que tel. Moi, ce qui me préoccupe plus, c'est de savoir, j'espère que la meuf va bien, parce que surtout que suite à ça, il y a des choses qui sont remontées, d'autres réalisateurs qui disent vous voyez, il y a quelques mois, il y avait quelqu'un qui parlait d'une star d'Hollywood que tout le monde avait l'impression d'adorer, mais qui en fait est un gros mec toxique et tout sais pas quoi. Donc t'as l'impression qu'il y a pas mal de choses qui remontent à la surface, qu'au final ce type était pas très fréquentable, et donc c'est la grande interrogation un petit peu du moment, de savoir ce qui va se passer, et de cette hélas, de cette triste réalité qui est putain, mais qu'à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui devient un petit peu la lubie du public, on s'aperçoit qu'au final c'était un connard. Peut-être qu'il faudrait justement interroger notre rapport au Star System, et j'avais ce débat avec un pote récemment justement qui me disait mais tu peux pas en fait ne pas mettre un lien émotionnel avec des vedettes de cinéma, parce que en fait ils jouent des personnages et t'as besoin de te projeter dans ces personnages, d'essayer de les comprendre, d'essayer de les apprécier ou de les détester, et du coup t'es obligé en fait de créer un lien avec eux. Tu vois, que tu le veuilles ou non. C'est comme la musique. Tu vois, la musique te fait ressentir des émotions. Et même si l'artiste en question ne te parle pas, ne te plaît pas, si jamais tu connectes à ce qu'il fait, t'as forcément un lien avec. Mais à mon avis, il faut quand même justement, effectivement, arrêter de voir les vedettes comme nos potes, déjà pour commencer. Ça pourrait d'ailleurs donner des leçons justement à tous les gens qui croient que Zack Snyder c'est leur tonton en fait. C'est qu'en général, on n'est pas l'ami ou le proche ou le membre de la famille des gens qui font les films, des gens qui passent à la télé, sur YouTube, qui donnent des interviews, etc. Ça reste des humains, les humains sont faillibles, ou problématiques, ou dangereux, jusqu'à un certain point. Et par exemple, tu vois, très précisément, l'affaire Johnny Depp, c'est devenu un truc qui est devenu ultra viscéral, ultra personnel pour les gens. Il y avait plus d'interrogation, même de factualité, en fait. C'est les gens avaient décidé qui était le coupable, qui était la victime, dans un sens ou dans l'autre, et à tel point que c'est devenu l'affaire Dreyfus de notre temps, en fait, tu vois, où c'est devenu, en fait, une sorte de bataille en rangée, où même moi, j'ai reçu des messages de harcèlement quand j'ai juste fait des vannes sur le fait que Johnny Depp était un mec qui était alcoolique, factuellement, et que je voyais pas pourquoi est-ce que on aurait forcément envie de défendre ce truc-là parce qu'on a bien aimé ses films, tu vois. Et là, c'est un peu pareil, mais à un point différent, c'est que Ezra Miller comme Jonathan Majors, ils sont apparus un peu du néant. T'as l'impression que ces gens, en fait, sont devenus les coqueluches d'Internet, du stan Twitter ou autre, parce que voilà, il y avait effectivement le côté, c'est des gens talentueux. Bon, Ezra Miller, on pourra se poser la question au niveau de son jeu d'actrice, mais c'est des gens talentueux qui font des grosses productions, qui sont beaux, qui ont une présence très marquée, etc. Et on sent qu'ils ont été repérés, qu'ils ont un agent en forme de bonne fée qui s'est penché sur leur berceau et qui dit ça va être toi la prochaine vedette importante. Dans le cas d'Ezra Miller, pour moi, c'est, si on devait faire une gradation des affaires médiatiques, des scandales publics, c'est un enfer. Ouais, c'est ça, c'est beaucoup plus haut. C'est que Ezra Miller, il a tabassé des gens, elle a tabassé des gens, arraché un gamin, une gamine, dragué des mineurs, introduit chez des gens. Mais en fait, il y avait un côté très crescendo aussi, oui, alors que là, c'est juste que c'était quelqu'un sur lequel il y avait a priori pas de... On savait pas, et d'un coup, paf, en fait, on apprend, ah ouais, ok, en fait, il est violent. C'est ça. Mais après, il y avait aussi des histoires comme quoi c'était une ordure sur le plateau de tournage et tout. Oui, mais après que quelqu'un se comporte, soit juste désagréable, ça, effectivement, c'est quelque chose. Mais je veux dire, tu reprocheras pas à quelqu'un tu peux pas juste dire, bon, non, on arrête de bosser avec lui parce qu'il est désagréable. Et donc, si on fait le delta, donc, par exemple, Johnny Depp, effectivement, qui avait été licencié des Animaux Fantastiques 2 ou 3, après avoir perdu un procès. En diffamation. Au Royaume-Uni, en diffamation face au journal The Sun qu'il avait appelé un wife beater, et à l'époque le juge avait considéré que c'était une appellation qui était valable pour lui. Il avait donc été foutu à la porte, mais comme son contrat ne précisait pas qu'il y avait une clause en fait une clause morale, une clause judiciaire ou une clause quelle qu'elle soit qui permettrait de le licencier, Warner Bros avait été obligé de lui payer 20 millions.
Et donc après, ils ont embauché Mads Mikkelsen pour reprendre le rôle de Grindelwald. Dans le cas d'Ezra Miller, c'est plus compliqué dans le sens où le film était déjà tourné, que c'est un film sur lequel Warner Bros comptait à ce moment-là, c'était avant la grande refonte. Et puis t'annules pas un film qui a coûté 200 millions, c'est comme ça. La question qui se posait, c'était est-ce que on pouvait pas recaster parce qu'il fallait retourner les 3/4 des scènes. Et en même temps, ils avalent la pilule, ils se disent bon, maintenant c'est juste pour un film, mais ensuite on peut la virer, parce qu'après on reboot l'univers avec un Flash différent et nanana. Donc ça voilà. Mais le cas de Jonathan Majors, il est encore plus compliqué dans le sens où il vient d'arriver, c'est le grand vilain de la phase 5 et 6. Il va apparaître dans Loki saison 2. Il va réapparaître probablement dans d'autres films, peut-être le film Fantastic Four, et ça va être le grand boss de fin d'un crossover qui sera le crossover des crossovers, avec le multivers, etc., etc. Donc oui, c'est effectivement, s'il s'avère effectivement que c'est un homme qui frappe ses copines, et le respect de la parole des victimes nous incite et nous impose même à prendre ça pour ce que c'est. Parce que en l'occurrence, c'est pas juste une nana qui a dit sur les réseaux sociaux. C'est une nana qui était envoyée à l'hôpital. Qui a été à l'hôpital. Voilà. On a des preuves médicales. On a la police qui trouve ça assez sérieux pour l'incarcérer. Et après ça, apparemment, c'est la procédure c'est la procédure obligatoire. Oui, machin, certes, mais je veux dire, il y a eu combien de faits comme ça, où c'est passé comme une lettre à la poste, où juste les mecs ont réussi à camoufler le truc et tout, tu vois. Une fois, Jeremy Renner, son ex-femme l'accusait d'avoir mis un flingue dans la gueule. Taper des rails de coke, etc. Enfin, je veux dire, Jeremy Renner, Marvel Studios s'en est battu les couilles. Ils ont dit. Mais parce qu'il n'y a pas eu de preuves à porter. C'était pendant le procès de divorce. Du coup, Marvel Studios a pris du recul en disant c'est une affaire personnelle. Mais ils ont même pas communiqué. Enfin, je pense que c'est leur attitude. Ils se sont juste dit, c'est parole contre parole. Là, en l'occurrence, c'est un divorce compliqué. Ça nous regarde pas, etc. Josh Brolin, pareil, quand il était alcoolo, avait a priori cogné son ex, Maman Kent, pardon, Diane. Aide-moi. La mère de Superman dans Man of Steel. Ouais, je l'aurais pas là. Voilà, et c'est pour ça qu'ils ont pas de scène en commun dans les films. Oui. Et que Josh Brolin n'a pas eu justement le rôle de Batman auquel il candidatait. Et Josh Brolin qui a joué Thanos. Diane Lane? Non, c'est pas Diane Lane, je crois, c'est ça. Diane Lane, quand même, Josh Brolin, qui a joué Thanos et qui a priori était un mari violent. Là, ça ferait quand même 2 boss de fin de l'univers Marvel qui ont des bails de violence domestique, de violence conjugale. Donc oui, c'est sérieux. C'est pas juste on va mettre la tête dans le sable et attendre de voir si le public tranche en faveur de lui ou de lui, parce que par exemple Johnny Depp il fait un comeback là, que le public a complètement une énorme partie du public a dit ouais mais c'est bon, c'est l'autre la méchante, et peu importe qu'il ait aussi cogné son agent, peu importe qu'il ait aussi été arrivé bourré sur un tournage, peu importe que si que ça, etc. T'avais un très bon reportage sur France 2 qui était passé, je sais plus si c'était complément d'enquête ou investigation, cache investigation, sur la façon dont le procès avait été complètement instrumentalisé par des groupuscules masculins pour en fait justement faire passer Johnny Depp en victime et faire taire toute forme de mouvement de prise de parole des femmes. C'est assez effrayant, quoi. Au point que ça a eu des conséquences sociales où beaucoup de femmes qui avaient déposé plainte ont retiré leur plainte, et que Marilyn Manson maintenant va aller au procès avec Van Rachel Wood, etc. Bref, ça c'est limite un fait de société maintenant. Le procès-là, et justement il donne des indications à des studios. Il montre en fait que justement au point de vue du pénal, comme tu dis, il est pas du tout garanti que même si un mec a effectivement eu un comportement qu'on pourra qualifier de répréhensible, à défaut de, parce que je veux pas offenser les fans de Johnny Depp qui ont leur avis et qui ont suivi un dossier, qui probablement avec des preuves par A plus B en ont conclu elles et eux que non, c'était plus compliqué que ça, etc. Très bien, je veux bien l'entendre, chacun sa version de la réalité. Mais pour les studios, ça montre justement qu'effectivement un acteur peut être pris dans la tourmente et revenir avec un soutien populaire, avec justement l'apport de voix sonores qui ont un intérêt à ce que tu sais la fameuse présomption d'innocence, etc., triomphe sur le respect des femmes et la défense des femmes et compagnie. Donc bon, si on veut pas parler d'un point de vue assez personnel, moi j'avoue que je suis un peu écœuré, non pas parce que j'avais placé de grands espoirs dans Jonathan Majors, mais parce que honnêtement j'ai pas trop compris pourquoi ce mec a percé du néant après The Last Black Man of San Francisco. C'est un bon acteur, c'est un très bon acteur, c'est sûr, mais de là à devenir comme ça en l'espace de 1 an une rosta pour 2 franchises importantes que sont la franchise Creed et la franchise Marvel, honnêtement moi je serais pas contre l'idée d'un recast. Et d'ailleurs l'armée américaine qui avait engagé Jonathan Majors pour des spots publicitaires pour inciter au recrutement de nouvelles troupes, ça peut nous paraître choquant en France qu'un acteur fasse ça, mais en vrai aux États-Unis c'est très répandu, hein. L'armée a dit nous allons retirer les publicités
Parce que innocent ou coupable, ça n'a pas d'intérêt. Ce qui compte, c'est d'abord que la vérité soit faite et que ce serait pas sain de mettre les publicités de recrutement si le mec est effectivement un gars violent. Donc tu vois, attitude que je trouve vraiment étonnamment saine de la part d'un groupe armé qui dit nous on veut pas se donner une mauvaise image en s'associant à un mec violent, potentiellement violent, et donc on garde les pubs sous la main. S'il est innocent, on les remet, sinon on coupe. Ce qui devrait être l'attitude de tous les politiciens qui sont accusés de corruption, ce que tu veux, etc. C'est juste laisser la justice faire son taf et laisser aussi peut-être les victimes s'exprimer avant de dire je prends parti, parce que là actuellement on sait peu de choses. L'avocate de Majors, elle a diffusé des textos qu'elle attribue à la meuf qui est victime, où la meuf qui est victime dit qu'elle va nier en fait que c'était une agression, qu'elle va dire que c'était une dispute ou un accident, tu vois, grosso modo. Mais ça veut tout dire et rien dire, parce qu'il y a des meufs qui sont manipulées, il y a des meufs violentes qui défendent leur mari, ça existe aussi, tu vois. Donc, c'est compliqué, tu vois, actuellement, de savoir qui est quoi et quoi. Et évidemment, pour Marvel Studios, c'est compliqué de mettre en pause les projets qui impliquent comme le Conquérant, parce que ils peuvent pas, la saison 2 de Loki, elle est à nos portes, tu vois, et de toute façon, là, celle-là, elle a été tournée et ah oui. Il y a déjà eu un extrait dans Quantumania, tu vois. Après, peut-être que justement, l'échec de Quantumania et la relative déception qu'a été ce Kang-là de Majors, peut-être que ce serait une excuse pour eux, mais le problème c'est qu'ils ont la post-gène, parce que tu te dis variant multivers, etc. Et on a bien vu dans la post-gène que tous les Kangs du multivers ont la même gueule. Et partant de là, partant de là, tu fais un recast et tu fais la carte juste du tu lui mets son putain de masque, hein, vraiment son masque. Non, mais juste visage, que tu fais comme à l'époque où des Batman où Val Kilmer a été succédé par George Clooney alors qu'il y avait toujours le même acteur pour Thanos, Robin, hein. Et puis voilà quoi. Le cascadeur qui jouait Thanos à la fin de après c'était moins important, c'était pas comme si c'était pas Josh Brolin, t'imagines si c'était Josh Brolin dans Infinity War et puis je sais pas Jim Carrey dans Endgame, ça aurait été compliqué. Été chaud, mon gars. Mais par exemple, tu vois, s'il trouve un grand acteur qui pourrait reprendre le rôle, en vrai, c'est compliqué. Moi, tu vois, donc enfin, il faut pas aller trop vite, tu vois, faut pas non plus dire c'est un sociopathe et compagnie. Maintenant, là, encore une fois, faut arrêter d'ignorer ces trucs-là ou toujours plaider la présomption d'innocence. Enfin, je veux dire, peut-être qu'on a envie de vivre dans un monde où nos vedettes passent pas leur temps à violer, tabasser et tuer, quoi. Enfin, je veux dire, non, mais c'est juste ça, c'est juste Kevin Spacey, il est pas en prison, c'est quand même déjà juste un truc qui va nous interroger en tant que société, quoi. C'est le mec, ou même Bryan Singer, enfin, je veux dire, à un moment donné, c'est un pédophile supposé, potentiel, qui traîne tous les jours dans les rues, il va acheter son pain et tout, tu te dis, mais qu'est-ce que c'est? Enfin, c'est dangereux, moi je trouve ça dangereux, bref. Voilà, c'est mon avis. C'est chelou, en tout cas on verra bien les différents développements, si ça a une conséquence ou pas, de toute façon on sera là pour le relayer et pour le commenter évidemment. C'est la fin de ce podcast Corentin, donc on espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, je vous refais pas le laïus, mais commentaires, réseaux sociaux, Tipeee, tout ça. Vous savez ce que vous pouvez faire pour soutenir le podcast. On espère que ça vous a instruit et diverti ou occupé ou quoi que ce soit. On espère juste que vous aimez passer un petit peu de temps en notre présence et on vous en remercie pour cela. Merci de nous avoir écoutés. Puis on se dit à très bientôt pour les prochains podcasts. Salut!